Sim. Christophe sur France Maghreb 2. Bonjour à toutes, bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur France Maghreb 2, votre émission de référence. Ça s'appelle Le Grand Forum, mais c'est tous les jours du lundi au vendredi de 16h à 18h. Bienvenue à tous. Avec au programme de cette émission, on va parler d'une crise de la faim là, qui gronde un petit peu partout dans les pays suite à la guerre en Ukraine. On en reparle dans un instant avec les dernières infos justement et Lavrov qui s'est exprimé hier dans une interview sur TF1. On y reviendra évidemment. On parlera de cette pagaille, de cette honte à la française. La Ligue des Champions, la finale qui opposait Real de Madrid à Liverpool, ce fut un chaos technique pour tout le monde. Mais à qui la faute ? Chacun se renvoie la responsabilité. Darmanin dénonce une fraude massive aux faux billets. On parle de 30 à 40 000 faux billets. Du coup, il y a eu une pagaille sans nom, un match qui a commencé en retard, des bagarres, des violences. Et devinez quoi ? L'extrême droite qui accuse des racailles du Seine-Saint-Denis. Incroyable. Et la FIFA évidemment qui aussi a sa responsabilité. Mais ça quand même pose un certain nombre de questions au vu quand même d'un contexte assez particulier avec le terrorisme etc. On voit que beaucoup de gens ont pu rentrer dans le stade sans payer, sans billets, tranquille, alors que les fan zones du côté de Nation ont été une catastrophe avec les Anglais qui ont tout cassé. Vraiment, c'était la pagaille totale. Et la violence qui s'est accentuée hier à l'occasion du match Auxerre-Saint-Etienne. Saint-Etienne qui descend en Ligue 2. Envahissement de terrain. Bref, la violence à son paroxysme dans notre pays, en France. On y reviendra bien entendu dans quelques minutes. L'élection législative, ça approche et c'est le 12 et 19 juin. Vous le savez, nous serons dans la 12e circonscription de Seine-Saint-Denis et nous recevrons Mariam Cissé qui sera avec nous tout à l'heure à 17h. On va faire connaissance avec quelqu'un que vous connaissez, j'en suis sûr. Mariam Cissé qui sera avec nous tout à l'heure sur France Maghreb 2 et le zapping, sans oublier le quiz. C'est parti pour le LGF avec vos appels au 01 40 33 9000 ou à n'importe quel moment vous pouvez débarquer et nous faire part de votre avis qui nous intéresse, puisque votre avis nous intéresse dans cette émission. 01 40 33 9000, bienvenue à tous. Le Grand Forum, Christophe Rowe, sur France Maghreb 2. Le Grand Forum. C'est lundi, aujourd'hui nous sommes le 30 mai, bienvenue tout le monde, ravi de vous retrouver avec, et comme chaque lundi, Gamal Abina, le fondateur des MDC. Comment ça va mon Gamal ? Ça va très bien Christophe, et toi ? Très très bien, bienvenue à toi Gamal. Bienvenue à toi surtout, bon anniversaire. Ah merci beaucoup, cher Gamal, merci. Alors, on va évidemment parler de cette pagaille dans quelques instants, en quelques minutes. Tu as dû suivre évidemment comme nous ce qui s'est passé samedi soir. Absolument. La chouma, comme on dit. Vraiment. J'ai pas vu samedi soir, j'ai vu lundi matin, pour être très honnête. Ah oui. D'accord. Depuis samedi soir, c'est vraiment, c'est vraiment l'opposition qui s'en donne à cœur joie, évidemment. Enfin, on en reparlera dans quelques instants, mais pour l'instant, j'aimerais qu'on parle un peu de l'Ukraine. Avec d'ailleurs la visite aujourd'hui, la première visite de la nouvelle ministre des Affaires étrangères, Madame Colonna, qui est partie en Ukraine et qui nous dit plus jamais ça. Il se trouve que la France continue de vendre des armes. D'ailleurs, c'est ce qui a été indiqué par Lavrov, qui était interviewé dans une interview exclusive hier sur TF1. La France qui continue de vendre des armes massivement à l'Ukraine. Et pendant ce temps-là, on peut dire que la crise de la faim se poursuit et s'accentue dans le monde, et avec quand même un point particulier au Maghreb, avec des conséquences terribles, Gamal, en Tunisie, par exemple, au Maroc, un petit peu moins en Algérie, parce qu'en Algérie, il y a le pétrole, il y a le gaz, et ça aide un peu quand même. Bien sûr. Aujourd'hui, donc ça gronde un petit peu partout. Est-ce qu'on se dirige vers une accentuation, vers un certain accent de cette crise de la faim qui va perdurer, qui va s'accentuer dans les mois à venir, Gamal ? Alors, probablement. Mais par contre, je ne peux pas accepter l'idée selon laquelle ce serait juste lié à la crise ukrainienne. Ça, c'est une plaisanterie. On avait déjà été impacté déjà avant la crise ukrainienne. On se rappelait ce qui se passe au Liban. On se rappelle de ce qui se passe en Tunisie, qui dérive depuis 10 ans, depuis la Révolution. On se rappelle aussi qu'il y a beaucoup de pays qui sont fragiles économiquement et qui ont du mal à payer leur propre
leurs propres besoins alimentaires. Il y a beaucoup de pays qui payent avec de la dette. Et donc, de mettre ça sur le dos des 30% de production de blé, c'est vrai que ça accélère, ça accentue la problématique. Mais ça n'explique pas tout. Il y a beaucoup de choses qui sont préexistantes. On parle de la crise du Covid, on parle du fait qu'il a fallu ralentir le développement industriel, agricole. Tout ça, ça a des conséquences. Donc, c'est très facile de dire, attention, les Russes, c'est pas seulement les Russes. C'est le système qui dysfonctionne, et j'en veux pour preuve qu'en Tunisie, par exemple, le pain est doublé. Sauf que la Tunisie n'est pas un pays producteur de blé. L'Algérie non plus, le Maroc non plus. Ce sont des pays qui sont des importateurs nets quasiment de blé dur. Et ils importent essentiellement de France, évidemment, mais la France ne peut plus assurer tout. Et évidemment d'Ukraine et de Russie. Donc la question qui se pose aujourd'hui, c'est pas de savoir pourquoi est-ce qu'on a des émeutes qui vont arriver de la faim. Parce que c'est déjà arrivé, je rappelle quand même qu'en Irak c'est arrivé, mais surtout au Liban, n'oublions pas ça. Oui, Avant le Liban, Covid. c'était terrible. Ouais. Donc ça veut dire que c'était le début déjà de quelque chose qui arrivait. Je pense que le système est arrivé, je parle du système économique mondial intégré, est arrivé à une rupture et qu'au moindre petit problème, on n'a pas de réserve pour faire face. En substance, si vous produisez 100% de blé, quand vous avez 20% qui disparaissent, il n'y a pas de réserve pour compenser ces 20%. Ce n'est pas comme le pétrole. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ces problématiques, elles s'accentuent avec des pays qui sont pauvres, qui se sont endettés, qui se sont appauvris à cause de la crise du Covid. Je parle du Maroc et de la Tunisie, par exemple, qui sont des pays qui sont surtout dépendants, évidemment, essentiellement du tourisme. Eh bien, ces pays qui dépendent de l'extérieur, une fois que l'extérieur n'est plus là, s'effondrent. Et on l'observe aujourd'hui. Oui. Alors, justement, quels sont... le moyen de mettre un pansement pour essayer un petit peu de freiner ces émeutes de la faim qui guettent dans pas mal de pays. On peut en donner un exemple à la Tunisie et le Maroc, mais il n'y a pas que ces deux pays, évidemment. Ça gronde aussi dans certains pays d'Europe, en Afrique, bien entendu, un petit peu moins en Asie. Mais on peut dire que voilà, la crise quand même en Ukraine, même s'il ne faut pas tout lui... Enfin, si elle a bon dos, hein, parfois... il y a quand même une certaine inquiétude à avoir, surtout quand on est dirigeant de certains pays. Oui, mais là, on a les Européens qui font un bras de fer ridicule contre la Russie, contre lesquels ils ne peuvent rien faire. La Russie est un pays super puissant. C'est une puissance industrielle, c'est une puissance évidemment agricole, et c'est une puissance avec laquelle il faut compter. Ils produisent non seulement de la richesse agricole, mais ils produisent surtout, et ça c'est l'oupo qui s'éclate, ils produisent surtout beaucoup de gaz et de pétrole. Donc ils ont du pétrole, du gaz et de l'agriculture. Donc, ils ont en gros des capacités énergétiques et des capacités de production pour remplir les ventes. Après, il y a un vrai problème qui se pose et la réponse de ta question, c'est comment faire pour faire face à ça. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il faut penser, faut re-réglementer, sortir du piège du tout libéral, parce que les spéculateurs s'en donnent à cœur joie. Ils ont déjà anticipé l'augmentation des prix et augmentent artificiellement les prix alors qu'il n'y a pas de pénurie. Il faut se rappeler quand même que la Russie et l'Ukraine continuent à exporter du blé et du pétrole actuellement. D'accord, il n'y a pas d'arrêt. Et surtout, il faut se rappeler que, à part Odessa qui pose problème, il y a une exportation qui est ralentie, mais par voie de terre, ça passe. Donc c'est vrai que ce qu'il faut poser, c'est quoi comme question ? Des pays qui sont fragiles, comme le Liban, comme la Tunisie, qui sont les plus évidents, comme le Sri Lanka, on commence à en parler, à cause aussi d'une sécheresse qui a frappé l'Inde, qui a donc réduit la production de blé. C'est un très gros producteur de blé, l'Inde. Hein. Ouais. Tous ces éléments ont conduit effectivement à une crispation. Et si on ne réglemente pas, alors je traduis réglementation, c'est quoi ? C'est que les États commencent à limiter la spéculation et imposent des prix aux producteurs pour qu'ils ne s'amusent pas à se mettre plein les poches. Si on ne fait pas ça et si on ne fait pas une banque mondiale des denrées alimentaires pour assurer le minimum de survie aux gens, à ce moment-là, il y aura des explosions sociales partout et pas seulement dans les pays fragiles que je viens de dicter. Tarek Sassi est arrivé, en retard. Bonjour. Bonjour. Comment ça va, monsieur Sassi ? Ça va. Pour une fois qu'il nous dit ça va. Souvent, je dis ça va. Non, souvent tu nous dis ça va pas. Oui, bien sûr que ça va pas, mais bon, on essaie d'aller, quoi. Bon, Tarek Sassi, on parle des conséquences et des émeutes de la faim là, qui guettent certains pays. On a pris en exemple aussi la Tunisie. La situation se détériore là-bas. La situation se détériore, mais elle se détériore, on va dire, déjà depuis... c'était un spectre qui était sur... déjà à l'aube de l'élection de Kais Saïd et que ça a continué et que la crise sanitaire déjà n'a rien arrangé et que cette crise maintenant avec l'Ukraine n'arrangera rien et que les premières victimes de toute façon ce seront les pays du tiers-monde asiatique et les pays africains, que ce soit maghrébins, subsahariens, enfin voilà, il y aura des conséquences sans précédent. On parlera pas non plus de l'Amérique du Sud, qui en subira, elle, directement les conséquences. Mais ce que je tiens à noter, c'est que ces pays qui étaient indépendants
et qui étaient capables de produire eux-mêmes leurs denrées, que ce soit blé, huile et compagnie, bah, en fait, on a laissé tellement aujourd'hui de privatisation, de grands groupes aujourd'hui s'accaparer des productions, des terres, se permettre aujourd'hui, il y avait les scandales des gros frigos en fait qu'on remplissait pour vendre à l'extérieur, que ce soit aux spéculateurs libyens, algériens, russes et compagnie. Et aujourd'hui, moi je parle pour le cas de la Tunisie, la Tunisie aujourd'hui, alors qu'elle est capable de produire, de s'autosuffire, voire même de pouvoir distribuer aux autres, se retrouve aujourd'hui à l'aube d'une grosse crise alimentaire. Mais c'est une réalité. Alors pourquoi t'es pas d'accord avec ça, Gamal? Non, là c'est mythe selon lesquels le Maroc, la Tunisie ou l'Algérie ou n'importe quel pays sahélien du Maghreb, je veux dire, est capable de produire du blé, c'est un mythe, c'est faux. On n'est pas capable de produire, on est tous dépendants à minimum 30 à 70% des besoins en blé extérieur. Ces pays ne produisent pas de blé parce qu'ils produisent d'autres denrées, c'est vrai, tu as raison, sur certaines denrées, comme par exemple la tomate, on en parle beaucoup, certaines denrées alimentaires pour les animaux, par exemple. Oui, mais Tarek, il a raison, parce que c'est un peu comme ici en France, on est dépendant parce qu'on sait plus faire. Non, c'est faux. Non, c'est pas on sait plus faire. En Tunisie, on n'a jamais produit de blé, faut être. Alors, la production de blé. Le couscous, par où il est produit? Importation de blé dur d'Europe, de France. Importation de blé. C'est des accords récents. Non, c'est vieux. C'est bien devant le micro, mon Tarek. Il faut s'intéresser. C'est des accords récents. C'est faux, tu rêves. Je rêve. Non, mais c'est une réalité. Non, ta réalité, je t'invite à faire des recherches. C'est un mythe fabriqué par l'État tunisien, marocain ou algérien. Bien sûr, de faire croire qu'ils sont autosuffisants sur du blé. C'est faux. On n'a jamais été autosuffisant. L'Algérie a produit beaucoup de blé à une époque, c'était il y a 2 siècles. Aujourd'hui, l'Algérie ne couvre que 60 à 70% de ses besoins. Et c'est logique, ce sont des pays qui sont frappés par des sécheresses récurrentes, qui ont ce qu'on appelle un stress hydrique, il n'y a pas assez d'eau. Et surtout, pour produire suffisamment de blé, pour assurer à la fois la production intérieure et l'exportation, il faut une production à la française ou à la russe. Oui, mais regarde, même la France, on est concerné aussi. Voilà. Il y a des choses dont on est dépendant de d'autres pays. En industriel. Par exemple, l'Ukraine. Oui, en industriel. Et d'autres pays. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en France, il y a certaines choses qu'on ne sait plus faire. Non, c'est pas qu'on sait plus faire, c'est qu'on a laissé faire aux autres. Alors bon, ça va être compliqué à expliquer très rapidement, mais en substance très rapidement, il y a une politique qui a été menée par l'Europe qui s'appelle la PAC, la politique agricole commune, qui impose aux paysans de tous les pays européens de produire une certaine quantité finie de production, parce qu'ils ne veulent pas saturer le marché. Donc on a fait en sorte qu'il y ait des terres en jachère en France, par exemple. Donc les Français, c'est un pays très agricole, peuvent tout produire, mais sont limités dans leur production et on les paye pour ne pas produire. C'est ça la problématique. Donc la France... On parle de l'huile, par exemple, l'huile de table. La France est largement en capacité, si elle n'avait pas été en retard, évidemment, de pouvoir produire cette huile de table, sauf qu'ils ont préféré l'importation, parce que c'est moins rentable. La France est un énorme producteur de blé, qui exporte partout, jusqu'en Algérie d'ailleurs, il faut le rappeler, et la France n'a pas ses besoins. Mais par contre, c'est vrai que quand on arrive à un seuil de rupture comme aujourd'hui, parce que ce qui se pose aujourd'hui, c'est quoi? C'est est-ce qu'on est capable de produire plus que le monde a besoin? Non. Dès qu'il y a la moindre petite défaillance, le monde est en difficulté. Aujourd'hui, dès qu'il y a une production qui n'est pas remplacée 30% par exemple de ce qui se passe en Ukraine et en Russie, eh bien c'est la catastrophe parce que les Européens, enfin le monde en général, en particulier, particulièrement les pays riches, ne sont pas en mesure d'assurer la production. Gamal, j'entends bien, mais il y a aussi, et il faut dénoncer tous ces commerçants les spéculateurs qui profitent de la crise en Ukraine pour augmenter de manière considérable des articles qui prennent des... Moi j'ai vu un article, par exemple, sur un truc basique, un toilette. Toilette, ça dépend pas de l'Ukraine, pas ce que je sache. Le papier toilette non, pas le papier toilette, de toilette que t'achètes, tu sais, pour installer. Bon, les WC, ok, d'accord. 50 € d'augmentation en 2 semaines. Il faut qu'on nous explique comment ils justifient ça. On peut l'expliquer. Ça fait chier. Hein. Non, on peut l'expliquer par une chose. L'explication, c'est qu'il n'y a pas d'augmentation réelle pour le moment. Le pétrole est à $120 à peu près. Mais ça ne l'explique pas, parce qu'en réalité, si vous connaissez le principe de cotation des marchés, c'est des marchés à terme. Donc c'est 3, 6, 8 mois, 1 an. L'augmentation réelle arrive dans 1 an. Sauf qu'eux anticipent l'augmentation parce qu'ils disent on va perdre nos bénéfices, donc on va déjà augmenter d'emblée, ce qui fait qu'on a une inflation à 5%. Mais la vraie problématique aujourd'hui, c'est quoi? C'est que les spéculateurs, le malheur des uns fait le malheur des autres, en profitent pour s'en mettre plein les poches avant qu'il y ait le ciment, par exemple. Le ciment, il a pris 2 € le sac. En plus, je vous donne une vraie information, une information encore pire. Le parpaing. Il n'y a plus. Augmenté Écoutez aussi. bien, moi je travaille avec une société actuellement en partenariat avec une société qui fait de la couverture, donc de la couverture pour les toits d'immeubles, d'accord, pour les maisons. Oui. Eh bien, aujourd'hui, actuellement, en France, les sociétés qui font les couvreurs, donc en l'occurrence, ne peuvent plus trouver de tuiles pour faire des toits traditionnels français en France, parce que le gaz coûte trop cher. Qu'on s'attend à ce qu'il y en ait de moins en moins. C'est quoi le rapport avec les tuiles? Parce que les tuiles sont faites, on les chauffe au gaz, Christophe, pour obtenir c'est de la terre qu'on va... dans un four. Dans un four, voilà. Okay. Donc, ils ont déjà anticipé, alors qu'elles existent ces tuiles-là, elles sont déjà réservées
Non, mais pour les grands fabricants, pour les grands couvreurs, et les petits n'y ont pas droit. Donc aujourd'hui, il y a une saturation du marché. Les amis. Mais c'est ce qui se passe à grande échelle Absolument. partout. Ouais. C'est ce qui se passe à grande échelle partout. Et puis, au niveau des distributeurs et au niveau des prix d'achat que nous subissons, ben, je pense que tu peux le voir qu'aujourd'hui, on a de moins en moins du discount. Mhm. Et on a de plus en plus de Monoprix, de Franprix, qui sont pas si francs que ça, au passage, et de Carrefour City. Là, j'ai pas de jeu de mots, j'en trouverai un bien à un moment ou à un autre, qui ont des prix, je veux dire, qui sont 20 à 50% plus que dans les supermarchés normaux. Les supermarchés normaux, nous, par exemple, ici même à Paris ou en banlieue, ils sont de plus en plus éloignés. Et c'est le cas même en province aussi. Alors, on y revient dans un instant et j'aimerais bien vous avoir au téléphone au 01 40 33 9000. Dites donc, les amis, il faut qu'on se parle. Il paraît que la situation va mal, que les gens n'y arrivent plus. Et pourtant, on a eu un pic de bouchons hier au retour du week-end. Mais qu'est-ce qui se passe? Les Français, finalement, se plaignent tout le temps, mais ils partent en vacances en week-end. Tout va bien. À tout de suite. Gamal Abina est là en ce lundi, le fondateur de MDC sur France Maghreb 2, ainsi que Tarek Sassi, notre catcheur international tunisien. T'as repris un peu de sport, Tarek, là? Parce que je te trouve un peu grassouillé, là. J'ai repris. Ah ouais? Et on va dire qu'on a eu 2 années assez merdiques avec. Oui, mais ça n'empêche pas de faire du l'actualité sport, passée. Tarek. Bah là, je reprends, mec, Bah voilà. je reprends. Bah oui. Viens à la salle quand tu veux et tu verras que tu pourras pas me suivre. Ouais, je te couche. En 2 secondes. 01 40 33 9000, les amis, on parle évidemment des conséquences de cette guerre en Ukraine. Et notamment de ces émeutes de la faim qui grondent un petit peu partout sur la planète. On a pris en exemple évidemment la Tunisie, mais aussi un peu le Maroc, un peu moins l'Algérie, on le disait, on l'expliquait Gamal. L'Algérie le doit à son pétrole et à son gaz, qui Bien pour sûr. l'instant s'en sort plutôt bien, économiquement parlant en tout cas. Pour le reste, c'est difficile évidemment pour pas que des pays du Maghreb, mais des pays... je veux dire, dans l'ensemble de la Terre, y compris d'ailleurs en France. Mais On en a- France, en Christophe, France, il n'y a voilà. pas besoin de chercher plus loin. En France, on a fait une distribution alimentaire avec un des candidats que tu vas accueillir là dans pas longtemps. On avait 500 kilos de bouffe qui sont partis en même pas 3 minutes. Ouais. J'alerte depuis très longtemps et on a un gouvernement qui dort. On a des élus locaux qui dorment. Et je vais même te dire un truc. Aujourd'hui, tu as des SDF qui, pour la plupart, tombent dans la toxicomanie, à qui on réduit le nombre de tickets restaurants. C'est-à-dire, les choses fondamentales, on est en train de réduire de plus en plus. Ouais. Alors on a Maurice qui est avec nous au téléphone au 01 40 33 9000, puisque les auditeurs auditrices du Grand Forum de France Maghreb 2 nous appellent pour échanger avec vous, pour vous dire de temps en temps que vous racontez des conneries, ça peut arriver. Maurice, bonjour. Oui, bonjour Christophe et bonjour Maurice. les amis de Christophe et les Voilà. auditeurs et auditrices. Bonjour Maurice. Alors, je voudrais vous donner quelques impressions. Hein. Oui. Ce sont que des impressions. Hein. bien sûr. Vous disiez que les routes étaient pleines, Oui. les campings étaient pleins, etc. Oui. Magnifique, formidable, vive la paix, vive l'amour et tout ce qu'on veut. Oui Maurice. Eh bien, cette situation me fait penser, et Monsieur Amina, je pense que il sera intéressé par ce que je dis, parce que il est un petit peu historien, politicien, sur les bords, et pas seulement. Eh bien, je pense donc à 1939, Oh là là, l'été je le 1939, savais. le printemps 1939, les cafés, les terrasses étaient C'est plein, pleines, c'est vrai. les plages étaient pleines, n'oubliez pas, C'est vrai. les 15 jours de vacances du Front Populaire, alors que l'Autriche était occupée déjà, l'Anschluss, par Hitler, sans combat, pas un mort. La Tchécoslovaquie était occupée par Hitler, sans combat, pas un mort. Et quelques semaines après, il allait se jeter sur la Pologne, quelques jours, quelques victimes, pas beaucoup chez les Allemands, un peu plus chez les Polonais, et les Français continuaient à faire les moissons au mois de septembre, à sortir, à s'amuser. Et j'ai l'impression que nous sommes dans la même situation. C'est-à-dire, il y a une épée de Damoclès sur nos têtes et les gens se doutent de rien. Ça fait peur, mais j'espère pas. Non mais c'est très intéressant ce que nous dit Maurice, ce parallèle. Gamal, je te voyais être d'accord avec ce qu'il disait. Oui, parce qu'historiquement, il n'y a pas à discuter, c'est exact. Parce que quand Hitler envahit la Pologne le 1er septembre, 3 jours après, l'Angleterre et la France déclarent la guerre, mais ne font pas la guerre. C'est le démarrage de la drôle de guerre qui va durer des mois. Et c'est vrai qu'on se rend
compte qu'à ce moment-là, les congés payés sont accordés, que tout le monde croit que ça va bien. Mais pas seulement en France, il faut se rappeler. En Allemagne, le dernier été a fait rêver les Allemands. C'était un été qui était très, très chaud d'ailleurs, et qui a permis à tous les Allemands d'aller en vacances, parce qu'ils avaient aussi les congés payés avant les Français d'ailleurs. Ça a commencé quand même en 1934 chez eux. Et personne ne s'attendait à la guerre. Alors, les politiques savaient qu'il y aurait une guerre, la population espérait qu'il n'y en ait pas. C'était 21 ans après la Première Guerre mondiale, ça ne les a pas trop enchantés. Mais c'est vrai que la tension qu'on observe aujourd'hui, c'est une tension qui peut, par certains égards, rappeler les années 30, la fin des années 30, avec le démarrage de la catastrophe, effectivement. Oui. Et l'Ukraine, la différence, pour l'instant, on vit les choses en direct. Donc, c'est pas de l'histoire, pour l'instant, ce qu'on vit. C'est plutôt de l'actualité au jour le jour. Absolument. Vous vous rendez compte, la force qu'avait Hitler, avec ses amis, ses alliés italiens, japonais, presque sans combat, il avait une grande partie de l'Europe. Alors, ils n'étaient pas encore alliés avec les Japonais, ça arrive en 41, mais c'est vrai qu'ils étaient déjà avec les Italiens. Je pensais que mais le Japon n'était pas spécialement... non, le Japon était déjà en guerre. Disons, démocratique, de gauche, tout ce qu'on veut. C'est un empire, c'était Hirohito, c'était déjà un pays en guerre. Depuis les années 30, les Japonais, ils font une alliance, le fameux pacte d'acier ensemble. Mais surtout, ce qu'il faut se rappeler, c'est que les gens réduisent toujours l'Allemagne nazie à l'Anschluss avec l'Autriche et avec l'alliance avec l'Italie. On oublie qu'ils ont aussi soutenu Franco, qui les a lâchés, mais surtout, on oublie qu'il y avait quand même derrière la Hongrie, la Tchécoslovaquie qui était occupée, qu'on appelait Bohème-Moravie, et on oublie qu'il y avait la Roumanie, on oublie qu'il y avait toute l'Europe centrale. C'est-à-dire que le fameux axe, c'est pas seulement l'Italie et l'Allemagne, c'est toute l'Europe centrale. Et si, justement, j'ai été prof d'allemand, j'ai beaucoup voyagé en Allemagne, etc., j'ai beaucoup discuté, eh bien, Streckmann hat schon wieder auf den Boden geschissen. Aux accords de Munich, même en 1939, il aurait été considéré comme un héros. Oui, absolument. S'il s'était arrêté. Mais ce fou a voulu absolument se farcir l'Union soviétique. Qui est un pays qui va pas seulement de l'Europe à l'Oural, comme de l'Atlantique à l'Oural, comme disait De Gaulle, mais de l'Atlantique au Pacifique. Oui, absolument. C'est le plus grand pays de la Terre. C'est pour ça que de toute façon, qu'on le veuille ou non, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, la Russie ou ex-Union soviétique est un pays invincible. Absolument. C'est un pays qui plusieurs fois dans son histoire s'est cassé la gueule. 1917, la fin de l'Empire tsariste. Absolument. Il y a 30 ans, la fin de l'Empire soviétique. Bon, et maintenant revenons à nos moutons. Poutine, par exemple. Calmez-vous avec les moutons. Je ne sais pas du tout ce qu'il va faire. Est-ce qu'il va s'arrêter au Donbass ? Bon, alors, la situation par rapport à Hitler, c'était que tout le monde, jusqu'en 39-40, lui faisait des risettes. Même jusqu'en 41, voyez le pacte Staline-Hitler, Molotov-Ribbentrop. Absolument. Mais il y a un truc qui a un parallèle intéressant, si vous voulez. On fait les parallèles beaucoup en ce moment avec la Seconde Guerre mondiale de façon un peu exagérée. Il y a une chose sur laquelle je rejoindrai les gens qui ne font pas ce parallèle, malheureusement. C'est de dire que quand il va occuper la Bohème-Moravie, la Tchécoslovaquie, il commence d'abord par les Sudètes. Donc le Nord, où il y a des gens de langue allemande qui vivent là-bas. C'est exactement comme et les on retrouve régions le Donbass Donetsk qui est russophone. Voilà, c'est exactement la même chose, le même prétexte. Voilà. Et la seule question qui est inquiétante dans l'histoire, même si dans un cas c'est un agresseur, dans le cas Poutine a le sentiment de se défendre, il ne faut pas oublier le sentiment des Russes, il est là aussi. Eh bien, dans un cas, lorsque Hitler veut créer son grand empire germanique à rien, c'est ça son délire, il veut conquérir l'Europe et ne s'en cache même pas. C'est pourquoi il fait la guerre après en 1941 aux Soviets. Alors que dans l'autre cas, Poutine, la seule chose qui l'intéresserait s'il sortait du Donbass, c'est d'avoir tout le sud, évidemment, de l'Ukraine, mais surtout d'avoir une région qui est aussi russophone, qu'on appelle, pas la Transnistrie, je ne me rappelle plus de son nom. C'est frontalier avec l'Europe communautaire européenne. Je crois que c'est la Moldavie. La Moldavie, oui. Il y a une région... J'hésitais à le dire, parce que je me suis dit, tiens, je vais me ridiculiser. Non, c'est bien ça. Voilà. C'est bien la Moldavie. Voilà. Donc, j'hésite pas, il y a une région qui est disputée, il y a eu une guerre qui a duré quelques semaines et ça s'est arrêté. Et il y a une grande minorité russophone là-bas, et c'est ça qui pose problème. C'est-à-dire que les gens se demandent, est-ce qu'il va ou pas y aller ? C'est ça la question. Le reste, c'est déjà réglé. Ouais. Il va déjà l'occuper, il va le garder, Crimée, Odessa, tous les ports de la région sud. C'est stratégique. Je vais vous dire une chose, ce qui me vient en tête. Une autre comparaison par rapport aux événements d'il y a 80 ans. Poutine est dans je mets des guillemets, Poutine est dans la situation d'Adolf Hitler, justement après les Sudètes, la Tchéco, etc. Et l'Ukraine
pour laquelle nous avons, je pense, beaucoup de sympathie, et de toute façon pour le peuple russe aussi, parce Bien sûr, évidemment. il y a des jeunes qui payent la politique de leur gouvernement et qui meurent par milliers. Et ça, c'est absolument malheureux. Et alors donc, pour moi, l'Ukraine dans la situation de l'Union soviétique de 41-45. Et vous savez qu'au début, il y avait de très grosses défaites russes. Bien sûr. Puisqu'ils n'étaient pas du tout préparés. Alors la grande différence, c'est une différence de taille. Vous savez, la petite Ukraine, entre guillemets, qui subit l'agression de la grande Russie, hein, mais avec la différence que l'immense Russie n'était pas préparée, et elle a pu s'armer, et allusion à l'époque d'aujourd'hui, sans les Américains, l'Union soviétique, elle aurait gagné, mais alors avec 20 millions de morts de plus. C'est vrai. Comme si les 20 ou 25 millions de morts ne suffisaient pas. Ils ont quand même contribué à la victoire des Alliés grâce à l'aide américaine. Oui, il y a une aide américaine qui intervient, mais il y a surtout le sacrifice alors on n'en parle pas beaucoup des partisans, c'est eux qui ont fait le travail. Et ça, on n'en parlait pas beaucoup du côté des communistes, lesquels, pendant une grande partie de ma vie, j'avais certaines sympathies. Mais ils ne parlaient pas du tout de... ça se comprend. Ce que la contribution américaine. Alliés, hein, soviétiques, gaullistes, anglais. Ça se comprend, mais il ne faut pas oublier une chose quand même, c'est que... Alors, maintenant, on parlait tout à l'heure du pacte germano-soviétique, Ribbentrop-Molotov. Ils signent ce pacte parce que les Anglais et les Français ne vont pas tendre la main aux Russes. Ils les ont abandonnés. Et les Russes se disent, à tout choisir, autant neutraliser les Allemands plutôt que de faire alliance avec des Européens qui ne nous font pas confiance. Donc c'est ce qui fait qu'effectivement, il y a eu une aide américaine, c'est vrai, mais c'est surtout les partisans russes qui ont fait la différence. C'est pour ça qu'il y a eu 26 millions de morts, parce qu'ils se sont donnés à fond. Ensuite, des chars russes étaient 10 fois plus nombreux que les chars allemands, même si c'était moins bon au départ. Ils avaient 10 fois plus d'avions. En termes numériques, l'Allemagne n'avait aucune chance de gagner les guerres. Elle allait tuer un maximum de monde sans gagner. On le savait déjà. Ensuite, et surtout le plus important, c'est que le rideau de fer, il tombe immédiatement le 8 mai 45. C'est pas en 48 ou 49, c'est pas vrai. Dès le 8 mai 45, les Européens font la paix, font la capitulation des nazis du côté de l'Ouest, et les Russes la font à l'Est. Et chacun prend son général. Donc ça fait une différence. C'est que dès le lendemain de la guerre, immédiatement, il y a une séparation des deux, contrairement à l'idée reçue. Voilà, merci Momo. Merci Maurice. Oui, allez, Maurice. bonne journée à vous. Au revoir. Maurice. Auf Wiedersehen, meine Freunde. Mein Name ist Tarak. Ja, Ich liebe der Apfelstrudel. Ich liebe dich. Ah, wunderbar. Apfelstrudel. Ja, der Apfelstrudel von München. Von Wien, je dirais aussi. C'est bon, allez, oh. On n'est pas sur Allemagne FM ici. Merci beaucoup, Maurice. C'est pas grave. À bientôt. Ciao, ciao. 01 40 33 9000. T'as fait allemand, toi? Oui, bien sûr. Comme beaucoup de Tunisiens, je parle allemand. Ah bon? Eh oui. Je pensais que vous parliez italien, moi. Mais non. Toi, tu connais mal les Tunisiens. Ils parlent suédois, allemand, russe, anglais, Mais ils français. mangent italien. Ils parlent touriste. Il est tout capté. Voilà, c'est ça, exactement. Mais ils mangent italien. Ouais. Pizza, pâtes. Non. Quoi? Les pâtes tunisiennes, Arrête. c'est pas les pâtes italiennes. Arrête. Non. Non, mais c'est quoi alors? Vous Non. mangez pas de Rien pizza à en voir. Tunisie? Ils mangent Rien que à de ça. Ouais. La pizza tunisienne, elle a rien à voir. Et c'est la seule Allez, ça. pizza où est-ce que tu vas trouver du thon et du jambon en même temps. Ouais, Attends. ouais. Attends. Ouais. Dans un instant, c'était samedi soir. Franchement, c'était la chouma. Quelle C'est honte. À qui est responsable? La question, elle est posée. Très bonne question. Tout le monde se renvoie la balle. L'opposition s'en donne à cœur joie sur Darmanin et la police française, qui, selon elle, n'est pas à la hauteur. La FIFA, organisatrice de cette compétition, qui était normalement censée gérer les billets. Il y a eu 30 à 40 000 faux billets. Des queues interminables, des bagarres, des tensions, des fan zones qui ont été vraiment catastrophes, enfin de manière saccagée. Place de la Nation, c'était le bordel total. À chaque fois que les Anglais viennent quelque part, c'est le bordel de toute façon. 01 40 33 9000, on en parle dans un instant. À tout de suite. Le Grand Forum sur France Maghreb 2. Merci d'être avec nous en direct avec Gamal Abina en ce lundi avec Tarak Sassi. Notre invité tout à l'heure à 17h, Mariam Sissé, qui est déjà là, arrivé bien en avance d'ailleurs.
elle sera au moins fidèle au poste et surtout à l'heure à l'Assemblée nationale quand elle sera députée. Espérons. Espérons, en tout cas, on fera connaissance avec elle à 17h. Elle est candidate dans la 12e circonscription de Seine-Saint-Denis, 93. Justement, Seine-Saint-Denis, nous y sommes. C'était samedi soir, la finale de la Ligue des Champions, peut-être le match le plus regardé de la saison, qui opposait le Real de Madrid à Liverpool. Et ça a été une scène de chaos. Écoutez. Des milliers de supporters chauffés à blanc se massent pour entrer. La tension monte encore d'un cran lorsqu'ils réalisent qu'ils ne seront jamais à l'heure, alors qu'ils ont payé leur place depuis des mois. J'ai mon ticket. Et vous attendez depuis combien de temps ? 2 heures. Des milliers de supporters munis de faux billets ralentissent l'accès au tourniquet. Des scènes de chaos, 1 heure avant le début du match. Débordés, les forces de l'ordre lancent du gaz lacrymogène. Pour les autorités françaises, c'est clair, les incidents ont eu lieu à cause d'un trafic de faux billets comme celui-ci et dans une zone sous la responsabilité de l'organisateur, l'UEFA. Des milliers de supporters britanniques sans billets ou avec de faux billets ont forcé les entrées et parfois violenté les stadiers. L'image, elle est lamentable, mais elle est inquiétante parce qu'en voyant ça, on voit clairement qu'on n'est pas préparé pour des événements du type les Jeux Olympiques ou peut-être le championnat mondial en rugby. Un sentiment d'humiliation. Parce que nous sommes regardés par le monde entier et l'intégralité, je crois, des capitales qui ont vu cela ont constaté que la France n'était plus dans la capacité d'organiser de grandes manifestations. CNN, on va voir les images, le Bild en Allemagne, la Gazzetta dello Sport en Italie, El País, The Sun qui titre Stade de farce. Avant de repartir en Angleterre, les supporters de Liverpool accusent eux des bandes de jeunes qui auraient joué les pickpockets et agressé certains d'entre eux. On est dans une société de plus en plus violente, par les faits physiques, mais aussi par les mots. Qu'est-ce qui vous fait dire ça ? Vous le sentez sur le terrain ? Ouais, je vis comme vous en France. Je vois bien qu'il y a beaucoup d'intolérance qui monte. Il y a une violence aussi qui monte et que l'Occident qui toujours prend à donner des leçons au monde entier, donne aujourd'hui l'image de sociétés qui se fracturent et qui n'arrivent plus à gérer la violence qui monte. D'après les dires des reporters étrangers, c'est quand même malheureux qu'on soit obligé d'ailleurs d'aller regarder ce que disent les reporters étrangers pour savoir exactement ce qui s'est passé. Ce sont des bandes de voyous que l'on connaît bien de ce département qui est un département aujourd'hui hors contrôle. Voilà, ça c'est Marine Le Pen. Alors messieurs, ça tombe bien, il y a la belle histoire que vous connaissez qui était aux abords du Stade de France samedi soir. Bonsoir Mam. Bonsoir à toutes. Bonsoir. Alors, que s'est-il passé, la belle histoire, samedi soir ? Tu étais aux abords, t'étais invité au match ? Comment ça s'est passé ? Pourquoi tu t'es retrouvé là-bas, toi, d'abord ? En fait, c'était avec mon meilleur ami qui m'a proposé d'aller à la fan zone du côté de Saint-Denis. Ouais. Donc j'y suis allé, mais malheureusement, la jauge étant largement atteinte avec les supporters madrilènes, on a voulu se rapprocher au plus près de l'enceinte du Stade de France. Il y a un petit canal qui borde en fait les abords du Stade de France que les gens ont enjambé avec une très très grande facilité. Il y avait des milliers et des milliers de personnes. Et la première image que j'ai vue, c'est un supporter qui a essayé d'enjamber en fait l'enceinte même du Stade de France en l'escaladant et qui est tombé sur un policier qui l'a gazé assez largement. Et en fait, j'ai vu plusieurs supporters des Reds qui avaient des billets véritables qui pouvaient entrer dans l'enceinte de l'établissement et qui malheureusement ont été refoulés par les policiers qui étaient vraiment sur les dents. Et il y avait vraiment une vraie armada et des jeunes par milliers vraiment dans les abords du Stade de France. C'était vraiment le chaos le plus total. Alors moi, si je dois donner un avis personnel sur ce que j'ai vu et sur l'organisation de l'événement, la dernière fois que la France a organisé une finale de Ligue des Champions, c'était en 2006. La France de 2006, c'est pas la France de 2022. Parce que depuis, il y a eu les manifestations tous les week-ends, les gilets jaunes, etc., etc. Donc c'est pas la même France. Oui, mais faut quand même rappeler que ce qui s'est passé aux abords du Stade de France, c'est pas en partie à cause de la police française, mais c'est surtout et en grande partie
à cause de la responsabilité de l'UEFA, pour le coup, qui est censée justement gérer tout cela, notamment alors, les billets. Justement, j'y viens. Oui. J'y viens parce que, justement, moi voilà. L'idée, c'est pas forcément simplement que de dénoncer, puisque tout le monde l'a fait, je vais pas le refaire. L'idée, c'est de se dire, comment cela se fait-il que pour une finale comme celle-ci, que ce soit les personnes qui ont des billets ou qui n'en ont pas, viennent aussi tard, j'allais dire, au Stade de France. L'idée, ça aurait été effectivement de dire, dès le début de l'après-midi, 14h, on va dire entre 14h30 et 19h, les gens viennent petit à petit, rentrent dans le stade. À l'intérieur du stade, il y a une animation qui peut être proposée par l'UEFA pour faire attendre le public des Reds comme ceux des Madrilènes. Et à un moment donné, la cérémonie aurait pu se passer et le match aurait pu se passer dans de bonnes conditions. Et il n'y aurait pas eu tous ces problèmes effectivement-là de sécurité. En tout cas, moi, c'est mon avis personnel. Oui, mais Mam, il y a Éric Zemmour, par exemple, Marine Le Pen, qui nous dit ce qui s'est passé, c'est les caïds et les racailles, comme ils les appellent, du 93, qui sont venus en profiter. Ouais. Complètement, parce que moi, j'ai vu ça de mes yeux. Et il y a pas eu de voyous, de racailles, de tout ce que l'on entend. Tous ces gens-là qui parlent, c'est des gens qui n'étaient pas sur place, déjà de base. Donc voilà, on se paye la Seine-Saint-Denis comme d'habitude, par des clichés, par des images trompeuses. Alors moi, ce que j'ai vu aussi, c'est effectivement des Reds, les supporters de Liverpool, qui étaient extrêmement déçus, pour ceux qui avaient les billets, extrêmement déçus de ne pas pouvoir rentrer au Stade de France, qui ont dû regarder sur leur téléphone ou bien dans les pizzerias, les restaurants à côté. Et c'était vraiment d'une tristesse absolue. Moi, j'ai pas vu des supporters violents tels qu'on les décrit dans les médias. Merci Mam, en tout cas pour ce retour. Donc tu as quand même passé une bonne soirée avec une belle victoire du Real Madrid d'ailleurs. Et franchement, ça a été une très belle ambiance quand même quand le match a démarré et qu'on a pu voir avec une demi-heure de retard. Ouais. Très très belle ambiance en tous les cas à Saint-Denis. Très très belle ambiance au niveau des jeunes et des habitants alentours. Franchement, ça a été impeccable. Et Christophe, je te dirais à mercredi, puisque en l'occurrence c'est une exclusivité que je te donne, je serai là mercredi. Ah bah très bien, bah écoute, avec grand plaisir, Mam. Mercredi, rendez-vous est pris. Merci beaucoup, Mam. Allez, bon cours. Mais alors une fois qu'on a dit ça, c'est vrai que Marine Le Pen a dit quand même quelque chose, je crois que c'est Le Pen, non c'est Mélenchon qui dit la France va organiser les Jeux Olympiques dans 2 ans. Il y a la Coupe du Monde de rugby l'année prochaine. On se souvient qu'en 98, on a organisé la Coupe du Monde en France, ça s'est plutôt bien passé. Des compétitions quand même, on a eu l'occasion d'en organiser, ça se passe plutôt bien. Est-ce qu'on peut totalement mettre la responsabilité sur la gestion du préfet et de Darmanin ou pas, Gamal? Je réponds simplement à plusieurs choses importantes. D'abord, le contexte. Quand les gens d'extrême droite viennent vomir leur haine habituelle pour dire que c'est les gars des quartiers parce que ça se passe dans le 93, c'est du racisme bête et méchant. Hier soir, il y a eu un match, je crois hier soir, à Auxerre. Absolument. Il y a eu des échauffourées parce que les perdants étaient déçus. Oui. Le problème du foot, c'est que le perdant, il n'aime pas perdre, et ça arrive qu'il y ait effectivement des gens un peu violents. Ceux-là, ils sont européens. Bizarrement, Mme Le Pen n'en parle pas. Et Zemmour, qui est un type très limité intellectuellement, n'en parle pas non plus. Tu parles de Saint-Etienne, hein? Saint-Etienne, Auxerre. Ça aurait pu être très très dangereux d'ailleurs hier, ce qui s'est passé. Hein. Absolument. Vraiment. Mais ce qui se passe, c'est qu'ils ont été gazés aussi, que la police utilisait les méthodes habituelles pour faire en sorte de limiter la casse. C'est comme ça qu'ils disent. Ensuite, il faut se rappeler quand même du contexte. Moi, j'entends des imbéciles heureux d'extrême droite nous expliquer que c'est les jeunes de banlieue parce que c'est bon, ils ont bon dos, on peut la mettre sur la tête. Voilà ce qui s'est passé. Alors c'est ce que dit Darmanin, je ne crois pas aux chiffres, mais bon, on va faire semblant d'y croire, qui prétendrait qu'il y a eu plus de 30 000 places, fausses places qui ont été vendues. Oui. Donc déjà, quand vous venez d'Angleterre, que vous avez un match au sommet, semble-t-il, face à une équipe qui est l'équipe que tout le monde veut abattre, espagnole, que vous arrivez d'Angleterre, vous faites un voyage qui est long, ça coûte de l'argent, vous arrivez dans un hôtel, et que vous faites la fête pour aller dans un stade et qu'on vous refoule à l'entrée parce que c'est surbooké, parce que des gens ont arnaqué, parce que l'UEFA a fait imprimer des billets sur Internet, ce qui était ridicule, évidemment que les gens sont énervés, ça chauffe les esprits. Ensuite, leur équipe perd, ça chauffe encore plus les esprits. Alors vous avez déjà l'embrouille au démarrage. À l'arrivée, l'équipe qui perd et des gens qui ont le sentiment d'avoir été volés. Et dedans, il y a quelques 2-3 personnes qui vont intervenir, de petits voyous, ça arrive effectivement comme dans tous les matchs. Mais est-ce qu'on a oublié quand même une chose traditionnelle, malheureusement chez les Anglais, c'est les hooligans.
Rappelons-nous Saint-Lézel où il y a eu des morts à cause des hooligans. Rappelons-nous ce qui s'est passé à Marseille où les hooligans faisaient la chasse aux Tunisiens. Rappelons-nous quand même qu'il y a un phénomène de violence dans le foot en général, du hooliganisme qui existe. Et ça, bizarrement, l'autre demeuré de Zemmour ou Madame Le Pen, la perdante, vont dire quoi ? Ils vont vous dire c'est un problème de violence liée à la jeunesse des banlieues. Eh bien non, Madame Le Pen, la violence dans les stades, ça a toujours existé parce que malheureusement, les stades, ça échauffe les esprits. Ce qui se passe, c'est que c'est même pas la faute des policiers. Vous mettez 6800 policiers, qu'est-ce que vous voulez faire ? On va pas mettre un policier derrière chaque supporter. Et c'est vrai qu'un supporter, à la base, il est pas très très fin, faut être honnête. Alors donc, vous avez un supporter qui est chauffé à blanc, qui est frustré, à qui on a volé son billet. C'est ça qui s'est passé. Et les mecs sont rentrés comme ça en escaladant les grilles. En force. Et les stadions ont laissé faire. Ils étaient complètement parce perdus. Parce qu'ils étaient débordés. Mais est-ce que vous pouvez arrêter une foule ? Vous avez déjà été dans une manifestation avec une foule. Quand une foule se déclenche, on ne peut rien faire. Si, Tarek Sassi l'arrête. Oui, à part Tarek, mais lui, c'est normal, il a des super pouvoirs. Mais c'est pour ça que quand on entend ça, c'est dégoûtant. Donc on les entend pas sur ce qui s'est passé à Auxerre, Saint-Etienne, ça bizarrement parce qu'il y a des Européens, donc c'est plus compliqué à critiquer. Par contre, on les critique. Et moi, je dis que non, la France n'a pas de problème à organiser un événement sportif. Le problème, c'est l'UEFA qui a été très légère sur le surbooking. Pour toi, c'est l'UEFA qui est responsable. Totalement responsable. Ce ne serait pas arrivé si l'UEFA on va demander à Tarek, responsable. pour lui, qui est responsable. 01 40 33 9000 pour nous appeler. C'est dans un instant. 01 40 33 9000 sur France Maghreb 2. Le LGF et Mariam Cissé qui arrive dans un instant. Évidemment, notre invité. À tout de suite. Le LGF, les amis, sur France Maghreb 2 avec Gamal Amina, avec Tarek Sassi. Justement, Tarek Sassi, que j'aimerais écouter maintenant pour avoir son avis sur ce qui s'est passé samedi soir. Scène de chaos aux abords du Stade de France. Des gens qui enjambent les barrières du Stade de France, qui entrent dans le Stade de France sans billets. Et les stadiers complètement dépassés. Et on parle de plusieurs milliers de personnes qui ont réussi à rentrer de la sorte. L'UEFA est pointé du doigt, notamment par le préfet et ainsi que Darmanin, qui parle lui de 30 à 40 000 faux billets qui ont été distribués donc, par l'UEFA, qui est responsable et qui organisait cet événement. Pour autant, Tarek, c'est l'opposition qui s'en donne à cœur joie sur la police française, sur le maintien de l'ordre. Y a-t-il un problème ou pas ? Déjà, on sait que cet événement a été organisé à la va-vite. Parce que s'il serait resté à Saint-Pétersbourg... Oui, on rappelle que ça devait se dérouler à Saint-Pétersbourg, exactement. Il n'y aurait jamais eu de débordement, loin de là. Il n'y aurait jamais eu de débordement. Ensuite, quand on sait qu'un billet, le billet le plus cher se vend entre 5 et 6 000 euros, et que le billet le moins cher est à 400 euros, que indirectement, il y a des recettes aussi prolifiques pour la localité quand c'est bien organisé, on peut se poser des questions quand même sur l'UEFA déjà premièrement qui se gave à milliards sur le dos de fanatiques de football qui pour moi ne sont pas très réfléchis, et puis surtout pour l'État français, la région, le département et même la ville de Saint-Denis et aussi la ville de Paris qui ont loupé une occasion depuis le Covid en fait d'organiser un grand événement d'ampleur mondiale, parce que la Champions League, qu'on le veuille ou non, c'est moi je suis pas moi vous savez, à part Olivier Tom, je connais rien d'autre, mais Champions League, voilà, tellement on me le rabat, je sais que c'est un événement limite plus important que la Coupe du Monde à entendre parler certaines personnes, et que cette catastrophe dans un stade avec une grande capacité, je me trompe, on peut accueillir jusqu'à combien de personnes, Gamal ? 80 000. Ouais. 80 000, et on se retrouve avec 30 000 personnes dehors. 30 000 personnes, 30 000 faux billets, à l'heure où on a le QR code, à l'heure où on a tous ces trucs-là, avec une population de hooligans, de fanatiques de football, et en plus Liverpool a sa réputation, livrée à elle-même, parce que les dégâts qu'il y a eu à Saint-Denis, il faudrait quand même peut-être se rappeler que beaucoup de personnes issues de l'immigration ont aussi leur commerce à Saint-Denis, vivent là-bas, et je pense pas qu'ils auront intérêt aussi à tout casser et tout chambouler chez eux pour l'occasion d'un match de foot, en plus qui ne leur concerne pas. Mais moi, de ce que j'ai vu, c'est véritablement, il y a eu une invasion de supporters anglais, c'était les plus visibles. J'ai pas vu beaucoup de supporters madriliens. Non, tout s'est bien passé du côté des supporters de Madrid. Madrilène, c'est mieux. Ouais, Madrid, excuse-moi. Mais je m'habitue, tu sais, à tout ce jargon footballistico-géographique. Alors là, c'est quand même de la géographie. Ouais, mais bon, on s'y fait comme on peut. Enfin, et moi, ce que j'ai remarqué, et j'ai fait preuve aussi de civisme, c'est beaucoup d'Anglais avec des t-shirts rouges, bourrés,
qui cherchaient la merde dans les rues, que ce soit du côté de Paris ou en banlieue, et dont certains, se retrouvaient, comme j'en parlais tout à l'heure, le stouche ouvert, ça veut dire la sacoche avec le porte-monnaie dedans ouvert. Et moi, par civisme, je vais vers eux, je leur dis de remettre les trucs devant, de vérifier, tout ça, mais véritablement, moi, ce que j'ai vu, l'ensauvagement, de ce que j'ai vu moi dans les rues, contrairement à ce que j'ai vu dans les vidéos, il y avait vraiment un comportement pas adéquat à un événement sportif de la part des Anglais. Donc moi, je peux pas aussi soutenir toutes les allégations qui sont sorties aussi par l'extrême droite qui cherche encore une fois à exister, et que pour moi, les réels responsables, ça restera avant tout le ministère de l'Intérieur et la préfecture, que ce soit de Saint-Denis ou de Paris, qui ont vraiment très mal encadré ça. La RATP et qui en rajoute une couche avec une petite grève ou une grève avec impossible d'avoir accès. Donc je crois que c'est la partie SNCF. Hein. Voilà, on a vraiment eu une cohue et un bordel comme c'est pas possible. Et l'UEFA qui se gave à milliards et qui n'est pas capable d'assurer la sécurité des gens. Moi, j'aimerais connaître les conséquences. C'est une responsabilité partagée pour toi, Tarak. Il y a clairement la part de l'UEFA, mais il y a aussi la part de l'État français qui a mal géré. Et puis. Mais comment tu veux gérer ça ? Moi, je suis très étonné de ce que tu dis là. Comment ils font alors les autres dans le reste du monde? Mais non. 6800 policiers, tu veux faire quoi? 20 000 Ils arrivent à comment les Russes? Mais les Russes, c'est les méthodes de sauvages qu'ils utilisent. T'as déjà vu les flics russes intervenir? Et alors, si ce serait passé en Angleterre, en Allemagne ou ailleurs, ce serait passé comment? Il faut jamais oublier une chose. Liverpool est une des villes les plus pauvres d'Angleterre. C'est le 93 de l'Angleterre. Ça, c'est vrai. Il faut jamais oublier. Moi, je me suis embrouillé avec des Anglais. Ces gars sont des cogneurs. Ils n'hésitent pas. Il n'y a pas le côté arabe, noir ou couleur de peau. Ils s'en foutent. Eux, ils cognent. Quand il faut taper, ils y vont, ils n'ont pas peur. Donc quand on a des gens qui sont chauds bouillants, comme les gars du 93 aussi d'ailleurs, pas l'oublier, et quand on a des policiers qui sont incapables de gérer une masse aussi importante de personnes, avec une UEFA qui est la seule responsable, qui a donné des billets qui valent très cher par Internet, ce qui est quand même gravissime, les faussaires sont immédiatement barrés. À l'époque du QR code quand même. Hein. C'est pour ça que c'est honteux. Moi je pense que le seul responsable c'est l'UEFA. S'il n'y avait pas eu l'UEFA qui avait fauté, il n'y aurait pas eu d'échauffourées parce qu'il n'y aurait pas eu cette frustration. L'État français... À ce moment-là, l'État français, ils avaient qu'à surveiller parce que c'est un préjudice au territoire. Ouais, surveiller en amont, bien sûr. Mais comment tu veux surveiller en amont? C'est un préjudice à la ville de Paris. Si t'es pas capable, attends, je suis désolé. C'est comme si demain on disait que les Jeux Olympiques on peut plus les faire là. On va les faire en Alaska. Mais c'est pas le rapport. Les Français ont remplacé les Russes. C'était Saint-Pétersbourg. Mais il y a un truc qu'il faut pas oublier. Comment vous pouvez, pour le coup, je défends la police française qui est quand même la première fois de ma vie. Comment on peut incriminer des gens qui devraient... Et ce serait du délit. On peut pas incriminer. Moi, je te dis, la police et les policiers, on peut pas les incriminer. C'est vraiment l'État. Mais ça change rien. C'est un délit de faciès. On va pas dire, les Anglais débarquent, on va les bloquer. C'est pas possible. Le problème, c'est que ça a été mal géré dans le stade, qu'on a fait du mal à des supporters qui ont payé leur billet, qui étaient honnêtes et qui ont été frustrés. La frustration engendre très souvent de la violence. C'est classique, sans surprise. On va écouter Salim qui nous appelle de l'Essonne au 01 40 33 9 Bonjour Salim. Oui, bonjour à tous. Salut Salim. Salut tout le monde. En fait, ce matin, j'en parlais avec ma femme de ce qui s'est passé... C'est bien, tu parles avec ta femme, c'est déjà un bon début, Salim, bravo. Ouais, j'en parlais avec ma femme de ce qui s'est passé samedi, là. Ouais. Et je lui ai dit comme ça, imagine si c'était avec des Algériens et d'autres supporters. Qu'est-ce que ça aurait fait comme polémique? Zemmour, il te les a trouvés, les Algériens, t'inquiète pas. Oui, je lui dis que là, le Zemmour, il se serait tout de suite réveillé pour créer des polémiques, et que ce soit lui ou Le Pen ou d'autres personnes, quoi. Mais déjà, ça a commencé, sans parler d'Algériens, Salim. On s'attaque maintenant, on accuse les gens de banlieue et du 93 d'être à l'origine du bordel qui a été... Justement. Voilà. Ouais. Non mais le problème de Zemmour, c'est qu'il a fait un lapsus ce matin, hier, je sais pas quand il a sorti sa bêtise là. Il a dit c'était amusant comme lapsus, ça prouve le ridicule du personnage qui est très très limite intellectuellement. Il a dit une chose, il a dit je ne crois. Il a fait le contraire donc de ce qu'il dit normalement. Je ne vois que ce que je crois. En substance, il ne voit que ce qu'il a envie de croire. Il n'a pas regardé des images, il est convaincu de ce qu'il dit par avance. Donc ça démontre une chose, c'est que son dogmatisme imbécile l'a conduit à incriminer des gens, alors que la police elle-même ne parle pas de ces gens. Donc le problème de Zemmour, c'est qu'il n'y connaît rien en foot, ça on le savait déjà, qu'il ne connaît rien à la banlieue, on le sait aussi, il vit dans le 16e, il est complètement déconnecté, il est hors sol, et il va incriminer des personnes pour satisfaire son auditoire très limité intellectuellement. Je ne te permets pas de dire que Zemmour n'y connaît rien en foot, il a quand même loué la salle du frère de Zinedine Zidane. Ce qui prouve qu'il ne connaît rien en foot. Il s'est fait jeter. Et ses dribbles n'étaient pas si mal que ça m'a inspiré. Ouais, mais il a rien loué du tout. Alors, je ne te permets pas de critiquer les talents footballistiques d'Éric Zemmour. Dégagé.
comme une, tu vois, comme une vieille chaussette. Non, voilà, mais vieille chaussette, il faut c'est dire la- un truc, c'est que Zemmour a autant d'intelligence que ses godasses, voilà, c'est clair. Bon, merci en tout cas Salim. Jamel est avec nous. Salut Jamel. Salut Christophe, bon anniversaire à toi. Merci Jamel. Ah oui, bon anniversaire déjà, Christophe. Ouais, bah, toi, va te coucher. J'y arrivais pas. Moi, personne ne me l'a souhaité le on mien. applaudit pour vendredi, franchement c'était magnifique. Donc salut Gamal, salut Tarek. Une petite chose, le QR code c'est pas un truc qui est safe à 100%. Un QR code c'est un moyen d'identification comme un autre qui permet d'avoir des informations. Ça c'est une première chose. Les fautifs dans l'histoire, c'est des fautifs. L'UEFA qui vend des billets et qui a fait un surbooking, et puis il y a des faussaires. Faut pas oublier que, comme il a été dit, les supporters anglais, c'est des cogneurs. Et quand ils sont chauds, ils ont envie de se taper, c'est comme un peu partout, à droite, à gauche. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Darmanin, moi, ce qui m'a choqué le plus là-dedans, c'est la vidéo du supporter qui rentre tranquillement, qui est invité par le Stadia à rentrer. Le flic arrive, il le gâte en pleine tête. Ah oui. Ça montre quoi ? Que les flics n'ont pas réfléchi. Ça, après, il y en a là-dedans, il y en a peut-être même une majorité, d'après certains policiers que je connais. Et qu'en même temps, il n'y a pas que les stadiers qui étaient submergés. En gros, organisation à l'arrache, qui sont les organisateurs, l'UEFA, la préfecture. Donc c'est plurifactoriel. C'est plurifactoriel. Et il est là le problème. Et puis quand on entend l'extrême droite qui vient nous dire « Ah les gens du 93, tu veux faire quoi ? Tu veux déménager le Stade de France ailleurs ? Allons-y, ça n'aurait rien changé. Ça n'aurait strictement rien changé. » Moi, j'ai envie de rappeler une chose. Une chose importante, c'est que la presse étrangère ne parle pas du 93, évidemment, puisque c'est pas le cas. Il parle de la violence des policiers par rapport au gazage des gens qui étaient venus en famille. Ça a choqué. Même le Sun, ils sont dans leur rôle parce qu'ils ont perdu, évidemment, mais dans tous les cas de figure, il rappelle quand même que la gestion policière d'une manifestation sportive comme celle-là n'a pas été bonne. Et là-dessus, on peut leur dire qu'ils ont raison. Bon, merci mon Jamel en tout cas, et je suis assez d'accord pour conclure cette discussion sur la co-responsabilité finalement de ce qui s'est passé. L'UEFA en grande partie, mais aussi un peu Darmanin et le préfet. Et puis merci aussi à la SNCF d'avoir ajouté du bordel dans le bordel. De toute façon, il y a des études qui sont sorties sur la SNCF. Franchement, cette entreprise est en train de vriller dans tous les sens, avec des tarifs incompréhensibles du train. Voilà, c'est du grand n'importe quoi. Pour l'heure, messieurs, on n'en oublie pas l'élection législative, les 12 et 19 juin. Direction, aujourd'hui, la 12e circonscription de Seine-Saint-Denis. Tiens, on reste dans le 93, plus précisément du côté de Clichy-sous-Bois. Nous accueillons avec nous Mariam Cissé. Bonjour Mariam Cissé, bienvenue sur France Maghreb 2. Bonjour Christophe. Bonjour et bienvenue. Comment ça va Mariam ? Très très bien, et toi ? Bon, bah oui, très très bien. Pas candidate de la NUPS ? Non. Et pourquoi ? Parce que je crois que la NUP a préféré un candidat qui ressemblait plus aux bancs de l'Assemblée nationale qu'à ceux des bancs de l'école de la République. Et c'est un vrai sujet. Bien dit, ça. Ça pose des questions de représentativité. Quand c'est pour coller des affiches, distribuer des tracts... Vous êtes là ? On est là. C'est avec nous, mais quand c'est pour être candidat, c'est sans nous. Et c'est ce pourquoi on se bat, en tout cas sur ma circonscription. Je suis candidate... avec Ayoub Lawaj, qui est un jeune étudiant en droit de 22 ans. Enfin, on est le binôme le plus jeune de la circonscription. Il y a 12 candidats. Il y a au moins 4 candidats de gauche. Bien qu'on veuille censurer en fait tout ça en proposant un seul candidat. Moi, je suis pour l'Union de la gauche. Je suis élue locale depuis 14 ans à Clichy-sous-Bois. Vous êtes adjoint au maire ? Je suis adjointe au maire chargée du logement et de l'habitat. Ouais. Donc, il y a des vrais sujets à porter nationalement. Malheureusement, on met l'accent sur des sujets plutôt locaux que nationaux. L'élection législative, je le rappelle, c'est une élection nationale avec un versant local et les futurs députés devront porter des sujets qui concernent le quotidien de tous les habitants, à la fois de la circonscription dans laquelle il a été élu, mais de toute la France. Alors, présentez-vous un petit peu aux auditrices, aux auditeurs, Mariam Cissé. Vous êtes une militante ? Tout à fait, je suis une militante engagée depuis au moins 15 ans dans ce qu'on peut appeler les quartiers populaires. Enfin, c'est un peu un fourre-tout, mais
enfin à Clichy-sous-Bois d'abord. Je me suis engagée très jeune. Suite au décès de 2 jeunes morts par électrocution. Derrière, tout à fait, paix à leur âme. Et il y a eu derrière la mise en place de différentes associations dans lesquelles j'ai milité. Et en 2008, je suis devenue élue dans cette ville avec laquelle j'ai beaucoup d'histoires à raconter et dans laquelle je me sens bien et que j'aspire représenter à l'Assemblée nationale. Je milite à la fois pour le droit au logement, pour les inégalités sociales, pour le sport pour tous, pour le handicap. Ce sont des sujets qui m'intéressent et pour lesquels j'ai plein d'idées à porter à l'Assemblée nationale. Mariam, qu'est-ce qui fait, selon vous, un bon député ? Quelle est votre définition d'un bon député ? Un bon député, c'est d'abord un parlementaire qui est présent. Parce que... Oui, ça c'est vrai. Qu'une fois ils sont élus, on les voit plus trop. Pas pour tous, mais... pour beaucoup. Pour une partie d'entre eux. Surtout de la France Insoumise, beaucoup. Non, mais si, je te le dis, moi. Franchement, je te le dis. Jean-Luc Mélenchon, il n'a pas mis un pied dans sa circo en 5 ans. Donc voilà, je vous le dis. Alors du coup, être député, c'est être un élu de terrain d'abord. Ouais. C'est représenter le peuple. Donc être à côté du peuple, porter des revendications... et être à la hauteur, en fait, du mandat qui nous est confié par les habitants. Être un bon député, c'est également être un député qui propose des lois et qui ne vote pas tout comme un mouton. Enfin, qui est là pour se positionner avec fermeté contre des lois qui ne font pas sens et qui ne répondent pas aux valeurs pour lesquelles il se bat. Ouais. Pourquoi avez-vous décidé finalement de vous maintenir quand on sait qu'on est en indépendant, avec cette particularité de cette élection qui est déjà très compliquée avec l'absence de la proportionnalité? Quand on est sans étiquette, sincèrement, on n'a pas beaucoup de chance de pouvoir être élu, Mariam Cissé. Effectivement, c'est un peu... c'est quoi la démarche en fait? Parce que je voudrais comprendre, c'est pourquoi se maintenir quand on sait qu'il n'y a pas d'appareil derrière? Tout à fait, c'est pas une question d'ego, parce que c'est un peu ce qu'on me souffle et qu'on murmure à l'oreille dans ma circonscription, c'est plutôt une question de principe. J'estime aujourd'hui être légitime pour être candidate dans cette circonscription, en tout cas pouvoir représenter la gauche, parce que j'y suis née, j'ai fait mes études, j'y milite, et donc permettre à d'autres ne connaissant pas le territoire de venir se faire élire comme, entre guillemets, une rente électorale, moi ça me pose question, et en termes de représentativité, je crois que nous devons combattre l'idée selon laquelle le mandat de parlementaire est réservé à certains. Voilà. Ouais. Gamal Amina, question pour Mariam Cissé, candidate, je le rappelle, sans étiquette, donc dans la 12e circonscription de Seine-Saint-Denis. Alors, cette 12e circonscription, Mariam, c'est Clichy-sous-Bois et... Pas que. Alors, c'est Clichy-sous-Bois, c'est Livry-Gargan, c'est Montfermeil, c'est Le Raincy, c'est Coubron et Vaujour. C'est 6 villes de Seine-Saint-Denis assez atypiques. C'est une grande circo quand même. Le Raincy, c'est plus à droite. Oui, le Raincy, c'est plus à droite, c'est clair. Oui. Le Raincy, voire même Livry-Gargan un petit peu, non? Non, c'est tout le Raincy. En tout cas, le Raincy, oui. Tout le reste, c'est les villes de gauche. Mais moi, je commence déjà par vous saluer, ensuite par vous féliciter pour votre choix. Merci. Et je constate une fois encore, et je l'ai dit à de nombreuses reprises dans de nombreux médias, que les NUPS, qui sont constitués de gens qui ont eu l'habitude de se faire élire, NUPS pour nuptial, j'aime bien m'amuser de ça, se sont mariés entre eux, mais par contre, ils se marient vraiment entre eux. C'est-à-dire qu'ils cultivent l'idée de la race blanche, on va dire un truc méchant, il n'y a pas de race, mais c'est pas grave, c'est très raciste comme attitude, à savoir qu'ils ne présentent pas de députés qui, de leur point de vue, et c'est gravissime, pourraient ne pas être élus parce que pas couleur locale. Alors déjà, on se demande comment ils font dans le 93 pour pas présenter un député qui serait pas couleur locale puisque la majorité est d'origine africaine. Et puis au-delà de ça, parce que au nom de quoi ça enregistre le droit de nous parachuter? Vous n'êtes pas la seule. On a vu ça avec Garrido à Bobigny, c'est honteux. C'est honteux. Il passe son temps, M. Mélenchon, à nous dire « on est sympa avec vous, on va défendre vos principes, on est humaniste », et il nous met une Garrido à Bobigny. Il nous a mis que des Européens quasiment en tête de liste. La France Insoumise, pour ne citer qu'elle, ne fait briller que des Européens, et tout ce qui a un peu de couleur est écarté. J'ai une amie qui a été écartée récemment. Garrido, c'est une Sud-Américaine. Oui, donc c'est une Européenne.
Elles viennent d'Europe au départ, c'est les Espagnols. Pour dire simplement, c'est pas une indienne. Hein. Simplement que là, je m'assure contre ça et je vous félicite d'avoir pris ce choix-là. Et si on vous dit que c'est une question d'ego, il faut répondre simplement que c'est une question d'égalité et pas d'ego, parce qu'effectivement, on est traité de façon inégale devant un principe républicain qui est la citoyenneté. On a le droit d'être élu, quelle que soit son origine. Donc je vous félicite et je vous demande juste, est-ce que vous êtes en mesure d'aller jusqu'au bout? Est-ce que vous avez été capable de financer ça ou d'autofinancer ça? Et est-ce que vous avez une assise populaire suffisamment importante pour espérer Oui, l'emporter? qui vous finance, Mariam Cissé? On veut savoir. Alors déjà, je profite de l'occasion pour remercier toutes les personnes qui m'ont fait des dons, parce que c'est essentiellement grâce à ça que je peux financer cette campagne électorale qui, financièrement, représente un vrai coût. Trop cher. 15 000 euros, je crois, c'est ça 26 000, on demande. Enfin, pour les grands candidats, je crois que certains investissent au moins 30 000 euros. Et pour des petits candidats, comme on aime nous appeler, enfin, moi, je ne me considère pas comme étant une petite candidate, mais plutôt comme une candidate à la hauteur des enjeux de cette élection. On peut commencer tranquillement cette petite campagne avec un budget qui avoisine les 6 000 euros. Ouais, petit budget. 5 mois de salaire, quoi. Ouais, c'est quand même pas rien. Aujourd'hui, comment vous faites campagne justement face à ces grosses machines que vous avez en face de vous? Alors, je vais d'abord à la rencontre de celles et ceux qui Mais m'ont qu'est-ce fait... qu'ils vous disent des gens? Par exemple, moi je sais qu'il y a pas mal de candidats sans étiquette que j'ai rencontrés et ils nous disaient, alors pas à l'antenne, hein, et peut-être que vous allez faire la différence avec eux, mais en antenne ils nous disaient oui, bon, nous on va voter Mélenchon, voilà, parce qu'on veut qu'il soit Premier ministre. C'est ce qu'on vous dit, vous, ou pas? Alors ça fait partie des éléments de langage, en fait, que les électeurs entendent de manière continue à la radio, à la télé. Oui, absolument. Et du coup, pour eux, je suis une candidate dissidente, j'éparpille les voix et je ne permets pas à Mélenchon d'être Premier ministre. Moi, j'ai porté la campagne de Jean-Luc Mélenchon à l'occasion des élections présidentielles sur mon territoire. J'ai fait la campagne et je crois de manière assez forte, en tout cas dans une circonscription comme la mienne, qui a porté Jean-Luc Mélenchon à plus de 40% sur l'ensemble de la circonscription, que le renouvellement de la classe politique française est possible et que on doit permettre aux électeurs de choisir finalement plutôt que de subir. Mais il est où le renouvellement dans un Mélenchon qui se présente depuis quasiment 2007 Mais plus que ça. Qui perd à chaque fois. Troisième élection. Non, on ne parle pas des présidentielles. Mélenchon, il est là depuis 40-50 ans maintenant. Oui. Il est où le renouvellement, en fait, dans quelqu'un qu'on ne voit jamais dans nos quartiers populaires? Déjà de 1. Et de 2, vous n'avez pas le sentiment d'être trahi quand on vous parachute des gens qui n'ont rien à voir avec vous, qui sont des cadres, qui ont, parce que je pense que vous n'avez pas un salaire mirobolant, même en tant qu'adjointe, qui ont une carte bancaire qui équivaut à votre salaire pour aller manger dans les plus beaux restos. Indemnité, c'est pas un salaire, adjoint. Oui. Mais l'équivalent de vos indemnités mensuelles pour manger au resto juste pendant une semaine, est-ce que vous vous sentez pas trahi par rapport à ces gens qui ne comprennent rien aux réalités sociales dans lesquelles vous êtes, la réalité du logement, de l'insécurité, des problèmes récurrents justement d'intégration au niveau, parce qu'il y a du travail dans le 93, et problèmes d'intégration parce que j'ai beaucoup travaillé là-dessus, mais surtout, et j'aurais voulu y venir après, par rapport à des gens mais qui ne comprennent rien à la réalité et la violence des choses qu'on vit, même comme sur la toxicomanie. Alors, je vais vous la refaire en une phrase. Est-ce que vous vous sentez trahi, ma chère Mariam? On y revient dans un instant. Vous allez nous répondre dans un instant, juste après la pub. Et la toxicomanie aussi. Oui. Ah bah ça va là. Bah voilà. Bah voyons. À tout de suite. Et ben on prend le pari, Gamalabina. On prend le pari. Voilà. J'attends que tu perdes à nouveau comme avec Macron. Ouais, ça va. Ça va. Tu vas les cumuler les défaites. Hein. Ouais, ça va. D'accord. Mariam Cissé est avec nous, elle est candidate, elle y va, elle se lance dans la bataille de l'élection législative, dans la 12e circonscription. Vous qui habitez Vaujours, par exemple, ou Clichy-sous-Bois, Livry-Gargan, le Rincy aussi, j'en ai oublié, Clichy-sous-Bois, évidemment. Elle se présente donc dans la 12e circonscription, donc de Seine-Saint-Denis.
Tarek Sassi, Mariam, te posait la question il y a quelques instants, à savoir est-ce que tu t'es pas senti trahi par la France Insoumise et par l'accord de la NUP? Est-ce qu'il n'y a pas de trahison? Enfin, je crois que la question de la trahison se pose au-delà de ma circonscription. Oui, bien sûr. Je ne suis pas un cas isolé. Et effectivement, quand les cadres de la France Insoumise me reçoivent le lundi qui précède les désignations pour avoir un énième échange avec moi pour comprendre si dans l'hémicycle je serai de ces députés qui se lèveront pour combattre les budgets d'austérité, etc. Je veux bien, mais derrière... qu'on me prévienne par SMS à 21h le soir qu'on a préféré une autre solution parce que je collais pas à ce qu'ils recherchaient, je crois que c'est dans quoi, les méthodes. Ils recherchaient quoi? Faut être précis. Ils recherchaient un candidat qui faisait l'affaire, c'est-à-dire... Un Européen, quoi. On peut dire ça. Enfin, voilà, un candidat moins basané, je crois. Oui, donc c'est du racisme, il faut être très clair. La gauche qui défend il y en a marre. Non mais il faut taper aujourd'hui. C'est pas une question de jouer la victime parce que moi j'ai jamais eu de posture victimaire. Quand on m'agresse, j'agresse. Mais par contre, il faut dire les choses. La France insoumise de plus en plus commence à montrer un masque qui ressemble au PS où ils nous prennent pour un réservoir de voix. Mais vous avez la mémoire courte. Je finis mon propos. Ils nous prennent pour un réservoir de voix. Et ils nous utilisent pour qu'on vote pour eux. Et après, quand il faut placer les candidats, ils mettent des choses sérieuses. De leur point de vue, évidemment, il ne faut surtout pas de couleur sur les affiches. Donc la France Insoumise, je vois par exemple du côté du 93, la plupart des têtes de liste de la France Insoumise sont des Européens. C'est intolérable. Et il faut être très clair. Mais vous jouez vraiment les naïfs. Et vous avez joué encore plus les naïfs mais qui est naïf ici, en 2022 qui est naïf en soutenant un type qui est encore plus fourbe et plus mauvais que Zemmour et Marine Le Pen réunis. Alors toi, tu planes, mais alors à un niveau... C'est la réalité. Mélenchon a Écoute, qu'est-ce que tu as pris avant d'arriver ici? Non, j'ai pris juste des pastilles. Grosse dose, ça va vraiment... Attends, Mariam répond lui parce il que faut là, se rappeler. Quelque chose. Il faut se rappeler. Pas dire une bêtise pareille. À répétition, dès qu'il y a des scandales, que ce soit sur les Tchétchènes, sur telle nationalité, sur l'islam pendant un certain temps. Il a essayé d'adoucir son discours en ayant un discours pro-motocross chez Cyril Hanouna. Mais en réalité, ce mec-là est une blague, parce que dans le privé, c'est quelqu'un qui ne viendra jamais dans nos quartiers. Toi, tu personnalises. Moi, je personnalise pas. Non, je ne personnalise pas. Personnaliser, non, mais attends, et ça je peux répondre montre aussi la réalité de la personne. Non, il faut être stratège en politique. Et aujourd'hui, notre invité est la représentation même du problème qu'il y a chez la NUPES. Mais c'est pas que les NUPES, ce problème est général. Le seul qui a percé un peu l'abcès, pour le coup, c'est Macron. Il faut lui reconnaître ses qualités. Il a fait rentrer à l'Assemblée nationale des gens de couleur. Il faut être honnête. Macron est le seul candidat dont on peut être certain qu'il n'est pas raciste. Il y a beaucoup de défauts chez lui, indiscutablement. L'ultralibéralisme, la gestion des populations est pas bonne. Ce côté un peu mépris de classe, mais il n'est pas raciste. On a quoi? On a une Aurélie Trouvé, c'est pas une blague, qui va officier dans le 93 en tête de liste. Le type qui est derrière elle, c'est un Turc caché derrière. Voilà ce qu'ils nous ont mis en face de nous. La question qui se pose, c'est pas de savoir si oui ou non on est dupe de ce qui se passe. On n'est pas dupe, on connaît Mélenchon depuis toujours. Mais aujourd'hui, là, je te rejoins pas du tout. Il fallait un Mélenchon fort pour calmer l'aile droite de Macron. Parce que Mélenchon est le seul candidat solide à gauche. Ensuite, aujourd'hui, on doit dire que Mélenchon parachute des Européens pour des raisons raciales qui sont détestables et condamnables. Et il faut le montrer du doigt pour qu'il s'explique là-dessus. Mais je ne peux pas t'entendre dire, nous sommes trop bêtes pour comprendre que Mélenchon avait un discours avant, il a changé. Évidemment qu'il a évolué. Mais le problème n'est pas là. Le problème, c'est qu'est-ce qu'il valait mieux un Mélenchon faible ou une Le Pen forte? La question se pose même pas. Ouais, bien sûr qu'elle ne se pose pas, mais je suis juste en train de te dire. Oui, on s'en fout de votre débat. Non, c'est la réalité. On s'en fout. On en paye les conséquences. On en paye les conséquences. Ce mélenchonisme, on en paye les conséquences. Mariam Cissé qui est avec nous, c'est elle qui est à l'honneur. Mariam, qu'as-tu à répondre à ces énergumènes qui sont à mes côtés, que je supporte? Finalement, je suis d'accord avec tous les deux. En termes de représentativité, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, Macron a permis quand même à renouveler l'Assemblée nationale, à faire en sorte que des candidats atypiques, comme on aime les appeler... la diversité, c'est bien. La diversité, mais moi j'ai un vrai problème avec la diversité, parce que quand on est élu de la République, on a à cœur de représenter tous les habitants dans leur diversité. Et moi, je ne suis pas l'élu que des Noirs ou que des Mauritaniens ou que des musulmans. Tu es l'élu de la population. Peu importe. Tout à fait.
Oui. Voilà. Alors, il y a Fatima qui nous écoute et qui vous supporte. Fatima qui nous appelle de Reims. Bonjour Fatima. Bonjour Christophe et bonjour à tous. Bonjour. Alors, quel est votre petit grain de sel que vous souhaitez apporter? Mon petit grain de sel, c'est simple. Tout ce qui se dit aujourd'hui, tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est pas nouveau, c'est pas un truc exceptionnel, c'est pas un scoop. Ça a toujours été comme ça. Quand on est de la diversité, on nous utilise, comme le disait votre assemblée, on nous utilise parce que je suis même moi-même, vous me connaissez, Christophe. On a déjà l'occasion de venir sur votre plateau. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Oui, Fatima, bien sûr. Oui. Voilà, j'étais candidate au municipal. On se connaît, Fatima. Hein. Pardon? On se connaît, Fatima. Non, elle te connaît pas. Non. Si, je l'avais rencontrée. Elle te connaît pas, non. Personne te connaît. Sur un appel à projet sur l'insertion jeunesse. Ouais. Si, je vois qui est madame. C'est qui parle de... C'est Tarak. C'est un mec. C'est une vraie élue de terrain, je la connais, cette dame. Ouais. Oh oui, on se connaît bien. On s'est rencontrés d'ailleurs. Oui, tout à fait. Voilà. Après les petites caresses, on va à l'essentiel maintenant. Pardon. Ce que je voulais dire, c'est pas répéter ce qui se dit aujourd'hui sur le plateau ou ailleurs. Ce que je voulais dire, c'est quand on utilise comme ça la diversité pour bien sûr faire voter et les personnes de quartier ou autres, les gens qui nous ressemblent. Je crois que ça, c'est bon, ils ont compris le truc. Moi, grâce au travail que j'ai fait en 2014, ils ont réussi à avoir la mairie avec 1600 voix seulement de différence entre le candidat qui a raté. Pourquoi ils ont su? Parce que nos compatriotes, nos gens qui nous ressemblent en quelque sorte, ont voté. Aujourd'hui, il faut dire basta, il faut dire stop. Aujourd'hui, quand il y a des personnes de notre diversité qui représentent aussi un pourcentage de la diversité qui votent, qui sont français, sauf leurs parents sont venus d'ailleurs, il faut aujourd'hui se lever et aller voter. Si on se lève et on va voter, on va apporter cette force qui va permettre de dire aux autres, Fatima, on est là. moi j'aime bien entendre ça, mais avec ce qui se passe et avec ce qui s'est passé avec la NUPEPS et compagnie, comprenez qu'il y a plein de gens qui n'ont plus envie d'y aller voter, qui se disent c'est bon, ils se foutent de notre gueule en permanence, au bout d'un moment j'ai plus envie, quoi. Je vais aller faire la pêche, quoi. Je vais aller à la pêche. Bien sûr, moi la première. Ouais. C'est basta. On nous a utilisé depuis des années, stop. Eh bien alors soutenons les candidats qui sont sans étiquette, comme Mariam par exemple. Voilà, c'est l'occasion. C'est l'occasion de leur donner une chance et de leur dire tous ces partis, de leur répondre de la meilleure manière. En disant ok, vous êtes foutus de notre gueule, et bien on va envoyer quelqu'un à l'Assemblée nationale qui a décidé de porter ses coronesses et d'y aller, quoi. C'est ça, Mariam, c'est un peu l'esprit, quoi. C'est tout à fait ça. C'est porter cette voix pour qu'il y ait une force de décision, une force qui va nous permettre aussi de porter notre parole, de porter ce qui ne va pas et de porter ce qui va aussi, et d'essayer d'améliorer les choses. Moi, Myriam, je crois, elle se présente sur Clichy-sous-Bois, Beaujour et tout le reste. Oui. C'est ça. Oui, c'est ça. Moi, je lui propose de la rencontrer. Rencontrer, de discuter avec elle et pourquoi pas faire quelques pas dans les quartiers et essayer de lui apporter mon aide, bien sûr, ma petite graine à l'édifice, mais ma petite pierre plutôt à l'édifice. Mais aujourd'hui, c'est à nous de se lever et de dire maintenant en église, on est là. Ouais. J'ai fait cette campagne, mais il y avait le Covid, j'ai pas appelé les gens fatigués à aller voter. Mais je sais que aussi nos compatriotes ne se lèvent pas et ne vont pas voter. Il faut y aller, il faut faire son devoir. C'est un droit et devoir. Allez-y, faites-le et vous verrez. Un jour, ils vont composer avec nous. Merci Fatima pour votre appel. Mariam, sur ce que vient d'être dit par Fatima, un petit commentaire? Oui, avec plaisir pour recevoir Fatima à Clichy-sous-Bois quand elle veut. Oui, je suis d'accord avec le constat qu'elle porte, qui est de dire que ça fait 30 ans qu'on subit, en tout cas à gauche, ces arrangements entre partis politiques qui laissent toujours sur le trottoir les mêmes militants qui, tout au long de l'année, c'est ce que je disais à certains candidats, moi, dans 5 ans, je serai toujours là en train de militer et porter la voix des habitants des quartiers populaires. C'est tout à votre honneur. J'ai une dernière question, Christophe, ça te dérange pas? Vas-y, Tarek, enchaîne, vas-y. Alors, moi je vais pas faire le coup classique que je fais aux autres candidats, demander le prix de la baguette, le kilo de tomate, tout ça, parce que je pense que
On a affaire à quelqu'un qui vit la vraie vie et qui sait tout ça. Par contre, j'ai vu beaucoup de thématiques, mais il y a une thématique aujourd'hui sur laquelle on a sonné vraiment l'alarme Europol, tout le monde et beaucoup d'instances européennes, la drogue et la toxicomanie qui sont en pleine explosion. Et la NUPS, à travers Europe Écologie Les Verts, et puis les inconscients bobos de France Insoumise, et puis certains du Parti Socialiste, et du Parti Communiste aussi, qui sont des grands manipulateurs. Bon, ça c'est ma petite touche pour régler mes comptes. Veulent vraiment continuer à appuyer l'accompagnement à la consommation, quitte à ce que des mineurs en soient victimes. Et pour intervenir sur les sites, certains de ces mineurs se retrouvent à se prostituer ou sont victimes de viols. Et que, en fait, à travers des décisions préfectorales et des décisions locales, à travers les CARUD et d'autres trucs, on est en train de sédentariser la drogue et la toxicomanie dans nos villes. Et je sais que beaucoup de territoires dans le 93 ne sont pas épargnés. Il n'y a pas que Aubervilliers et Pantin. Là-dessus, quelle est votre posture ? Alors, moi, je soutiens l'idée selon laquelle, en tout cas, la sédentarisation, comme vous le dites si bien, de la drogue dans nos quartiers populaires, parce que finalement, qui trinquent derrière, ce sont les habitants de ces quartiers qui subissent à la fois les désagréments, la prostitution du quotidien, en fait. La NUP, avec son nouveau partenaire Europe Écologie Les Verts, semble avoir une position très ferme en disant on va continuer à tester en fait des nouveaux dispositifs pour faire en sorte que ça s'arrange, mais le quotidien des gens derrière il s'arrange pas. Merci. Et les gens qui subissent, ce sont toujours les mêmes, et on peut pas on peut pas accepter en fait. C'est nos petits frères qui tombent, c'est nos petites sœurs qui tombent. Tout à fait. C'est eux les premières victimes. Absolument. Est-ce que vous avez cette problématique d'ailleurs dans votre circonscription, Mariam Cissé ? Est-ce qu'il y a un problème de drogue, pas plus qu'ailleurs en fait. Non, pas plus qu'ailleurs. Après, nous, on a d'autres problématiques plus prégnantes liées à l'habitat qui se dégrade, aux copropriétés dégradées, à une jeunesse qui ne trouve pas de travail, à des gens qui finissent pas leur mois, à une politique d'austérité qui est subie puissance 10 dans nos quartiers. On parlait des places de foot tout à l'heure à 500 €, c'est à peu près le prix du RSA pour certains, et les gens vivent... Mais on va devoir aller bosser avec Macron. Touche le RSA, tu vas devoir aller bosser. Ça, moi, je suis complètement Je me demande contre, là-dessus, par contre, je suis vraiment en opposition avec le gouvernement. Un SDF qui touche le RSA, ça veut dire qu'il va faire ses 15 heures et il va retourner à la rue. C'est ça la logique de la République en marche. On n'en est pas encore là. Ça, mais bon, encore là. C'est le projet. Ils y réfléchissent pas. Mais s'ils y réfléchissent, c'est du Alors, Mariam Cissé, pourquoi le 12 juin prochain, à l'heure que vous voulez, entre 8h et 20h, il faut glisser le bulletin Mariam Cissé ? Pourquoi, Mariam ? Parce que je serai une députée à la hauteur des enjeux, qui se battra, qui sera disponible et à l'écoute, et qui portera des vrais sujets à l'Assemblée nationale. Une députée sur qui on pourra compter, qui sera libre et engagée, et qui portera des vraies mesures de gauche à l'Assemblée nationale. Et je crois que les gens qui me connaissent dans la circonscription me l'ont déjà dit, parce que 1000 habitants avaient signé une lettre en fait demandant mon investiture à la France Insoumise, et ces gens-là connaissent mon engagement, et je crois qu'il ne prendra pas fin, en tout cas après les élections législatives, et c'est un engagement que j'entends prolonger dans les années à venir, parce que... De quelle manière ? Parce que si vous perdez l'élection, par exemple ? En continuant à militer. Moi, je suis adjointe au maire. C'est déjà un engagement très prenant, qui est différent de celui d'être un parlementaire, mais qui est un engagement du quotidien. Les gens, quand ils ont un problème, c'est vers la mairie qu'ils se tournent, et c'est pas vers le parlementaire. J'ai certains habitants là que je croise au marché, etc., qui me disent « Oui, mais moi, j'ai pas eu de logement. » Mais ouais, mais le député, c'est pas dans ses compétences que de proposer des logements aux administrés. Et c'est vrai qu'il y a une vraie méconnaissance en fait des institutions, et qu'on a tendance à tout mélanger et à
à dire à ceux qui ne sont pas responsables que la vie de tous les jours est très difficile, en tout cas pour les habitants de ma circonscription. Merci Mariam Cissé, en tout cas, d'être venue vous présenter. Mais ce serait intéressant de rajouter quand même un truc, parce qu'il faut quand même présenter un programme qui est un peu surprenant pour le coup, et ça fait plaisir à voir. C'est une candidate qui est évidemment pour le droit au logement, pour la santé, pour la culture, ça n'y a pas de problème, c'est très de gauche. Renouvellement démocratique, on l'a bien compris, mais surtout pour l'amélioration des conditions animales. Ça, c'est déjà une petite avancée qu'on ne voit pas souvent chez les candidats. Respect de la nature, évidemment, autonomie des territoires. Et une chose qui m'a beaucoup attiré, moi, en termes de réalité, puisqu'on parlait tout à l'heure de misère sociale, c'est la relocalisation économique. Ça, c'est un combat qu'il faut mener. On en a beaucoup parlé après la crise du Covid, parce qu'on se rend bien compte qu'on ne produit plus grand-chose dans ce pays, et que dans les quartiers les plus déshérités, les usines seraient les bienvenues, par exemple, les emplois de service. Et tout ça, ça a du sens. Donc je pense que si on doit parier sur quelqu'un, c'est un acteur de terrain qui évoque des questions qui sont des questions locales, pour lesquelles il y a une faiblesse, pour lesquelles il y a une déshérence, il y a une vraie crise pour le coup économique social, et qui doit être réglée par des acteurs de terrain. Et le candidat qui a voulu vous faire concurrence de la NUPS, qui est un parachuté, il vient de nulle part, il ne sait même pas où il va, mais il est présenté là-bas pour des raisons qui sont immondes, doit être écarté au profit d'un candidat local. Mariam Cissé, demain à votre place sera Daniel Simonet, vous avez une question à lui poser ? Vous n'êtes pas obligé, pas obligé. Pas trop, non. D'accord, très bien. Je lui dirai pas de questions pour vous, Madame Simonet. Bon, merci beaucoup en tout cas, Mariam Cissé, et bonne chance. Merci beaucoup. Il faut y aller, faut y croire. Il faut aller jusqu'au bout et on compte sur vous. Merci beaucoup, Mariam Cissé, d'être venue. Et voilà, c'était bien aussi de recevoir de temps en temps des candidats sans étiquette, des candidats sans parti derrière, qui ont décidé d'y aller et qui mettent le paquet et qui prennent tous les risques. Contrairement aux partis ou des candidats qui sont investis par des partis, les candidats eux-mêmes risquent pas grand-chose, c'est le parti qui paye. Là, c'est Mariam, voilà, grâce aux dons qu'elle a eu. Évidemment, il va falloir se maintenir et c'est difficile dans cette élection si particulière. Bon courage, Mariam. Merci. Dans un instant, le zapping, les enfants, avec un Carl Olive très énervé après Mélenchon. Le LGF, le grand forum avec Gabal Abina, avec Tarak Sassi sur France Maghreb 2. C'est parti pour le zapping avec mon petit jingle. Je crois que vous avez certaines choses à me dire. Vous alliez le faire gagner parce que c'est notre projet. Et c'est insupportable, enfin, votre attitude. Mais enfin, ça va pas. Il faut que la police tire à balles réelles dans ces cas-là. Ne pas s'asseoir sur une chaise rouge parce que le rouge serait la couleur du diable. J'ai grandi et baigné dans l'islam. Oui. El Hamdou, je le connais par cœur. D'accord. Ça va. C'est insupportable votre attitude sur les plateaux de télévision. Je vous demande de vous arrêter. Je vous demande de vous arrêter. Vous croyez qu'ils oseraient venir ici? Bon, ça ose tout. C'est pas ça qu'on le connaît. Oh, qu'est-ce que je l'aime ce jingle. Merci d'être avec nous, dans notre zapping, Carl Olive, qui était l'invité du retraité El Kabbach, Jean-Pierre El Kabbach. Il serait peut-être temps de prendre votre retraite, monsieur El Kabbach. Vous avez du mal à parler, ça devient très dur pour vous. Carl Olive, quand on lui parle Mélenchon, voici ce que ça donne. Écoutez, c'est un fervent soutien d'Emmanuel Macron, Carl Olive. Alors là, on parlait du Sud dans le café, mais on peut parler de monsieur Mélenchon. C'est l'adversaire. Enfin, il faut bien dire aux Français, Jean-Pierre El Kabbach, que Jean-Luc Mélenchon ne sera jamais Premier ministre. Il faut le dire. Alors maintenant, c'est vous qui lisez dans le mar de café. Je lis pas dans le mar de café, mais moi, je peux vous mettre un petit billet. Il ne sera jamais Premier ministre. Jean-Luc Mélenchon, vous savez ce film Pulp Fiction, 1994, on est à Cannes en ce moment. C'est un programme de truand. Aujourd'hui, le programme de M. Mélenchon, il est estimé à 332 milliards de dépenses supplémentaires. Oui, Pulp Fiction, c'est l'histoire des deux truands. C'est ça. Mais quand on dit qu'on veut être Premier ministre, qu'on a fait 3 défaites consécutives à la présidentielle, qu'on ne se présente pas à la députation... Non mais... alors, le président Macron parlait de Gérard Majax pour Mme Le Pen. Moi, je pense qu'il y a du Garcimore aussi chez Jean-Luc Mélenchon. Alors... mais je vous le dis, il prend les Français pour des imbéciles. Il prend des Français pour les imbéciles. Il va dire aux chefs d'entreprise, on va augmenter le SMIC de 1500 à 1500 euros. Formidable. Eh bien, ça fait plus 14% de dépenses supplémentaires pour les entreprises. 56 milliards. Ça veut dire qu'on va pouvoir augmenter le SMIC. Laissez-moi terminer ma démonstration. On va pouvoir augmenter le SMIC sans aucune difficulté. Mais vous allez voir moins d'embauches dans les entreprises, parce que c'est pas des philanthropes, les chefs d'entreprise. Allez, d'accord. Vous méritez le ministère délégué ou le secrétaire d'État au logement, au transport, au numérique qui tourne autour de vous. J'en sais strictement rien. En tout cas, ce que je sais, c'est que je suis sur le terrain et que pour l'instant, je fais le boulot sur le terrain. D'accord, mais en espérant y être. Ça, mais on vous dit rien,
Mais on n'a rien à dire. On a bossé sur le terrain et puis le fruit tombe. Bon, de ces législatives va sortir une nouvelle majorité de députés. Peut-être vous. L'Élysée et Matignon ont prévenu les ministres qui perd. Oui, c'est la règle traditionnelle. On n'a encore jamais vu ou très peu de ministres qui aient été battus aux législatives rester en poste. Finalement, vous savez, quand on est compétiteur et qu'on vient du sport, on sait ça. Très fatigué, Jean-Pierre Elkabbach. Je vous dis, franchement, il vieillit mal. Qui perd. Ouais. Franchement, c'est difficile pour lui. Il est vieux maintenant, il a 80 ans. Bon alors, son Mélenchon, là, il accuse quand même de truand, programme de truand. Non, c'est bidon, ça c'est vraiment les types qui disent n'importe quoi pour exister. Mélenchon c'est pas un problème de truand, il a une chance d'être Premier ministre s'il est majoritaire et c'est tout, il n'y a pas à discuter. Il est en train de faire des annonces. S'il a la majorité, oui, parce que. Il n'aura pas la majorité, mais je ne sais rien du tout. Tu as déjà perdu ton législative. J'ai déjà perdu ton pari. J'ai déjà gagné sur Macron, désolé de te le dire, mais bon. Alors, je vais être très clair sur un point. Il a le PS avec lui, il a les Verts avec lui, il a le Coco avec lui, il a une grosse base électorale de ces partis-là, donc il peut renverser la vapeur. Faut pas exagérer non plus. Tout est possible aujourd'hui. Le jeu est ouvert. Et preuve en est, le dernier sondage le donne favori. Donc. Oui, mais ça veut pas dire que si tu arrives en tête, que tu gagnes l'élection. Bien sûr. Bah oui, je le sais ça. Sur le premier tour, d'accord. Voilà. Mais s'il y a un report sur le second tour et qu'il en remporte la mise, et ça arrive, en local, la gauche est forte. Macron a plus de reports de voix. Non, Macron n'a pas plus de report de voix. Non, Macron a capté beaucoup de gens d'autres partis, mais rien ne garantit que Macron, vu le nombre de personnes qui sont déçues, et il y en a aussi, l'emporte. Ça ne veut pas dire qu'il va perdre. Je dis pas qu'il va perdre. Je dis que ça va jouer dans un mouchoir de poche. Tarak. Sur j'utiliserai pas ce mot-là, mais oui, quand même, parce que bon, vu la corruption et vu tout ce qu'on dénonce tous les jours avec la France Insoumise et la NUPS. Carl Olive a pas totalement tort. Après, bon, c'est pas le meilleur des élus non plus. Mais voilà, quoi. Je veux dire, très bien. Mélenchon, c'est pas non plus un ange, quoi. Mais qu'est-ce que tu penses de la droite, mon cher ? La droite c'est des truands aussi ? Elle a ses casseroles, bien sûr. Mais je crois qu'il n'y a aucun parti politique. Tiens, puisque vous parlez de la droite, est-ce que Darmanin aurait menti ? Question posée à Zemmour ce matin sur Europe 1. Est-ce que vous accusez le ministre de l'Intérieur de mentir ? Oui. Je l'accuse de mettre la poussière sous le tapis. Je l'accuse de ne... Vous savez, vous connaissez tous la célèbre formule de Peggy, il faut dire ce que l'on voit et surtout voir ce que l'on voit. Je l'accuse non seulement de ne pas dire ce qu'il voit, mais de ne pas voir ce qu'il voit. Il suffisait de voir 30 secondes les images des soi-disant supporters anglais pour voir qu'ils n'étaient ni anglais ni supporters. Et qu'en revanche, ils étaient banlieusards, pillards, voleurs et tutti quanti. Voilà, c'est tout. C'est simple. Vous savez, je crois que cette mésaventure de Monsieur Darmanin annonce le quinquennat qui vient, c'est-à-dire le quinquennat de l'avènement de racailles qui font la loi de plus en plus, quoi. Voilà, c'est tout. On va en parler. Les racailles qui font la loi pour Zemmour. C'est ce qui est extraordinaire chez un homme limité comme lui, parce qu'il est très limité évidemment, sur un plan culturel il pèse pas lourd, qui passe son temps à se réclamer de Peggy, ce qui est très light aussi, c'est de dire de gens qui sont des racailles alors que lui-même ne vole pas haut. Je rappelle tout de même que c'est un repris de justice, qu'il a été condamné pour les propos qui incitent à la haine. Je rappelle tout de même que c'est un loser, il a perdu l'élection en dépit du fait qu'il était soutenu par un des hommes les plus riches de France. Et je rappelle surtout que lorsque monsieur a des problèmes de vue, il faut qu'il prenne des lunettes plus épaisses que ce qu'il a actuellement. Parce que lorsqu'il ose dire, on voit sur les images que c'est des racailles, d'abord le terme racaille, il devrait se le retourner, et surtout il oublie par là même la longue tradition anglaise d'une ville comme, on l'a dit tout à l'heure, une des villes les plus pauvres d'Angleterre quand même, de violence dans le foot, ça il l'oublie. Donc ça prouve qu'il est très limité, dogmatique et bête et qu'il dit n'importe quoi. Je répondrai encore à un lâche comme monsieur Zemmour que de taper sur les jeunes de banlieue qui n'ont rien à voir avec ce phénomène qui est lié à une mauvaise organisation de l'UEFA, et on en a parlé tout à l'heure, c'est de la lâcheté pure et ça démontre à quel point il est médiocre et nul. Catherine Colonna, la nouvelle ministre des Affaires étrangères et européennes, était en Ukraine aujourd'hui. Très courte déclaration. Il faut se dire que ça ne devrait pas arriver. Il ne faut pas que ça recommence. Voilà. Et leur souhaiter le meilleur et que la paix revienne le plus vite possible. C'est leur souhait, vous l'avez entendu. La France est à leur côté avec ses amis, ses alliés. Elle va faire tout son possible pour que la paix revienne. Voilà, strict minimum. Le strict minimum. La question de Madame Colonna, c'est un homonyme j'imagine,
La question qui se pose, c'est de dire on veut la paix en alimentant en armes. Ça, c'est d'une imbécilité sans nom. Ça a duré 3 ans en Espagne, de 36 à 39, quand les brigades internationales allaient alimenter les républicains. Je ne dis pas qu'ils avaient tort d'y aller, hein. Je dis juste que ça a duré 3 ans. Quand on veut la paix face à un homme aussi puissant que Poutine et un pays surarmé comme la Russie, on négocie, on n'envoie pas des armes. Donc elle dit d'un côté, on veut la paix, de l'autre côté, on donne des armes. Et je vous dis sincèrement, le seul intérêt de ces gens-là pour alimenter l'Ukraine, qui n'est pas un pays pauvre, c'est pas un pays du tiers-monde, c'est de les surendetter et de leur vendre des armes, c'est tout. Dans un instant, la guerre civile peut-elle arriver en France? La question a été posée à Henri Guénaud, l'ancien protégé de Nicolas Sarkozy. Le LGF, merci d'être avec nous. On vient d'apprendre il y a quelques instants qu'un journaliste de BFM TV avait été tué en Ukraine par un bombardement russe, visiblement. Voilà, information que l'on vous donne de manière brute. Frédéric Leclerc-Imov. Il s'appelle le journaliste. Voilà. Paix à son âme. Paix à son âme, Absolument. évidemment. Alors, pour terminer ce zapping, Henri Guénaud était l'invité. Donc invité sur les plateaux de télé hier, et on lui a posé la question: la guerre civile peut-elle arriver en France? Voici sa réponse. La guerre civile, elle est arrivée dans le passé, elle peut nous arriver. La guerre civile peut arriver en France. Bien sûr, elle peut arriver, mais elle peut arriver n'importe où. Mais c'était quoi la scène? Dire ça, Henri Guénaud. La scène du Capitole, c'était quoi sinon une scène de guerre civile, même si elle est encore très limitée. Voilà. Donc le Capitole, c'était aux États-Unis déjà, c'était sous Trump. Bon, ok. C'était pas une guerre civile non plus. Non plus. Non, mais le problème de Guénaud, c'est qu'il prend ses rêves pour des réalités. Il me rappelle le discours des Soraliens, c'est bête et méchant. Une guerre civile, c'est quoi? Parce que les gens sont assez débiles pour pas comprendre les termes. Une guerre civile, c'est 2 factions de population qui se battent entre elles et qui sont alimentées en armes et en idéologie. Qui peut s'opposer à qui en France pour qu'il y ait une guerre civile? La banlieue contre le reste de la France, c'est pas possible. Personne va alimenter. Et j'en veux pour preuve une guerre civile qui a existé au Liban. Quand la guerre civile a démarré, il y avait effectivement d'un côté les chrétiens phalangistes libanais, de l'autre côté, il y avait des milices armées palestiniennes et l'État libanais. Donc la guerre civile a été alimentée de l'extérieur. La Yougoslavie, c'est pareil, c'est alimenté de l'extérieur. Oui. Pour qu'il y ait une guerre civile, il faut qu'il y ait des armes. Pour qu'il y ait des armes, il faut les donner. Voilà, c'est tout. C'est tout. C'est tout, Tarak. Le quiz, on y va? Et oui, rappelons quand même, Guénaud, c'est le même imbécile qui avait dit que les Africains n'étaient pas assez entrés dans l'histoire. Il avait écrit le discours à Sarkozy. C'est vrai. C'était pas son meilleur discours. C'est clair. Le quiz. Le quiz. Alors je dois vous dire que c'est pas un quiz d'aujourd'hui, c'est un quiz qui est de vendredi. Ah. Et comme j'aime pas jeter du papier pour rien, T'as bien je fait. me suis dit on va le garder pour les cocos du lundi. Hein Alors que Medjed vient d'arriver. Dis pas les cocos du lundi, il le prendrait mal. Ah oui. Ouais. Medjed, comment vas-tu? Ça va Mais bien. déjà, Ça va bien? Ça va. Oui, Mohamed va bien. Très bien. Je te présente Rahma, c'est une stagiaire qui est avec nous aujourd'hui. Voilà. Donc Medjed va faire connaissance, on a le temps de faire le quiz, hein. Tout va bien se passer. Première question. Quel est le premier président américain à visiter le parc du mémorial de la paix de Hiroshima? C'est Bush. Non, ce n'est pas Bush. Alors, c'est Obama. C'est Obama, et c'était en 2016. C'est ça, je me rappelle. C'était, on le rappelle, donc bombardement. dévasté par un bombardement américain nucléaire en 1945. Il n'a pas demandé pardon d'ailleurs. Deuxième question. Qu'est-ce qui arrive dans les écoles saoudiennes et qui suscite d'ailleurs une certaine La mixité sociale. polémique? La mixité homme-femme, non? Non, monsieur. Dans les écoles. Dans les écoles. C'est un enseignement de quoi? L'histoire. Non. L'inclusivité. Non. Ah, peut-être la science naturelle, non? Non, monsieur. Sexualité, je sais pas. Non. L'enseignement. Ah oui, le créationnisme. Non. L'enseignement de quoi à l'école, dans les écoles saoudiennes qui suscite une certaine controverse? L'histoire des chiites, peut-être? Non. Non, Non, c'est pas c'est l'histoire. beaucoup plus simple que ça. On en fait à l'école. L'éducation droit civique. civique. Non. On l'a fait à l'école. C'est des Ah, mots. la musique. La musique. Oh là est là une là. bonne réponse. Oh là Tarek là. Sassi. J'aurais jamais trouvé un truc aussi bête. Bah oui. Oh, Bah oui. Ils sont bêtes à un niveau, c'est impressionnant. Quelle grande mosquée se dote de son premier robot guide polyglotte? La mosquée de la Mecque. La Mecque est une bonne réponse, mon cher Gamal Abina. Je cherche à présent un auteur, un compositeur, un interprète et un acteur français né à Casablanca en 1944. Casablanca, c'est pas Ouais. Bourdon, non? Il est algérien, lui. Auteur-compositeur, t'as dit? Interprète. Eh oui. À Casablanca? Ouais, toi, ta gueule à la récré. Ah, ça y est. Ah oui. Ah mince.
Ah oui. Souchon. Souchon est une bonne réponse. Je sais pas qui était Casablanca. Eh oui. Une grosse surprise. Alors c'était évidemment c'était le 28 mai, hein, évidemment. Où non, ça cette question elle est dégueu. Hop. Où s'est rendu en visite officielle pendant 3 jours le président algérien? En Italie. En Italie, c'est une bonne réponse. Mais il a été en Turquie avant. Il a été reçu Italie. Avec les honneurs en plus. Absolument. La garde nationale, je crois. Comment je pouvais répondre à cette La question justice algérien a suspendu quelle disposition à Grenoble? Le Burkini. Le port du Burkini, effectivement. Le maire a fait appel. C'est Abina. Dernière question. Désintox. Après la polémique justement de Grenoble, qu'est-ce qui n'est pas interdit au Maroc? Contrairement à ce qu'on a dit. Le Burkini. Exactement, le Burkini. On a dit dans les médias, mais vous vous rendez compte, au Maroc mensonge. il est interdit. C'est un mensonge. Mensonge et bête. Pur et simple, victoire incontestable de Abina. Belle victoire de Gamal Abina. Qu'est-ce qu'il y a, Tarak? Je suis bien en début d'émission pour en fin d'émission. Bah oui, mais c'est comme ça maintenant. Voilà. Toujours. Demain, Daniel Simonet sera notre invité candidate législative. Mercredi, ça sera Yanis Bacha. Jeudi, ça sera Abdestamitash. Oui. Et vendredi, Asdin Taibi. Voilà le programme pour cette semaine. Sachant que la semaine prochaine, on a plein de candidats, notamment un Laurent Saint-Martin. Que Marlène Schiappa chantait très bien à l'époque. Schiappa qui c'est Marlène Schiappa avait participé à l'époque quand il était candidat au régional. Et elle avait chanté « Il faut voter Laurent Saint-Martin » avec une voix vraiment de canard. De casserole. De casserole. Heureusement, elle va pouvoir se refaire une santé chez Hanouna à la rentrée pour Marlène Schiappa. Elle travaille chez Hanouna? Elle va travailler apparemment. Elle est pas au chômage. Elle a plus de poste, ça y est, elle est plus rien. Forcément, ça peut pas durer. Si elle veut venir faire chroniqueuse... à LGF, on la prend. Marlène, viens, je t'attends. La semaine prochaine, on recevra Kauter Ben Mohamed, on recevra également Nicolas Jeannetet, on recevra Assia Meda, on recevra Sabrina Sebaï. Tous les candidats de l'équipe. Bah ouais, faut bien les faire passer à la dernière. Faut bien. Voilà. Tarak, toi tu reviens mercredi. Oui. Avec Yanis Bacha. Oui. Que tu connais. Que je connais. Qui est un fan du PSG. Et qui est fan de catch aussi. Oui, et qui aurait apprécié le maillot que je porte aujourd'hui. Ah oui. Un beau maillot qui a été offert à Christophe du PSG. Absolument. On félicite ton fils qui a eu la luminosité de exactement ça. Le dernier maillot du PSG. Mais quel âge ça te fait, mon cher Christophe? Un certain âge. J'ai 20 ans. 20 ans plus 24 peut-être? Non, 20 ans. 21 ans, on va dire. Allez, 21 ans cette année. Cadeau. Voilà. C'est majeur. Merci mon Tarek. Merci mon Gamal. Demain, merci. Ça sera Kader Chiban et Ali qui seront avec nous demain. Pas de Pierre-Henri demain. Oh, c'est dommage. Ouais, c'est dommage. Un message à tous les Maghrébins. Oui. Investissez dans l'exportation de produits fabriqués dans votre pays d'origine pour aider votre pays. Investissez. Merci. Dans un instant, Medjed sur France Maghreb 2, il est pile 18h. Et on rend l'antenne à l'heure ce soir. À demain, si vous le voulez bien. France Maghreb 2.